Le 21 octobre 1978, un jeune pilote a contacté le contrôle aérien de Melbourne pour signaler un étrange appareil qui tournait au-dessus de lui. 17 secondes de bruit de raclement métallique plus tard, la transmission s'est tue. Frédéric Valentich n'a jamais été revu. Son avion n'a jamais été retrouvé et l'enregistrement de ces derniers instants reste l'une des preuves les plus glaçantes de l'histoire de l'aviation. Frédéric Valentich avait 20 ans, c'était un pilote avec environ 150 heures de vol et il était totalement fasciné par les ovnis. Il avait rassemblé des coupures de journaux sur des observations, il avait discuté de la possibilité d'une vie extraterrestre avec ses amis et sa famille. Les sceptiques ont vu cet intérêt comme une preuve qu'il avait simulé sa disparition, s'écrasant peut-être volontairement dans le détroit de Bass pour créer un mystère. Mais ces sceptiques ne peuvent expliquer l'enregistrement audio de sa dernière transmission. Un enregistrement qui a été analysé par des experts pendant plus de 4 décennies et qui reste inexpliqué à ce jour. Le vol était de routine. Valentich a décollé de l'aéroport de Moorabbin à Melbourne à 18h19, pilotant un Cessna 182 lors d'un vol d'entraînement vers King Island. Le temps et la visibilité étaient excellents. Le trajet de 125 miles au-dessus du détroit de Bass aurait dû lui prendre un peu moins d'une heure. À 19h06, il se trouvait à peu près à mi-chemin au-dessus de l'eau. Valentich a contacté le service de contrôle aérien de Melbourne pour poser une question simple. Il voulait savoir s'il y avait un trafic connu en dessous de 5000 pieds. Le contrôleur a confirmé qu'aucun trafic n'était connu à cette altitude. Valentich a fait une pause, puis a prononcé une phrase qui allait lancer l'une des disparitions les plus étranges de l'aviation. Il a signalé qu'un grand appareil inconnu venait de passer à environ 1000 pieds au-dessus de lui. Le contrôleur lui a demandé de confirmer le type d'appareil. Valentich a répondu qu'il ne pouvait pas l'identifier. Il l'a décrit comme ayant 4 lumières vives qui semblaient être des feux d'atterrissage. Le contrôleur a demandé si c'était un grand appareil. Valentich a répondu qu'il ne pouvait pas confirmer à cause de sa vitesse. L'objet est ensuite revenu. Valentich a signalé qu'il s'approchait de lui depuis l'est et semblait jouer à une sorte de jeu, volant au-dessus de lui 2 ou 3 fois à des vitesses qu'il ne pouvait pas identifier. Le contrôleur lui a demandé de confirmer son altitude. Valentich a répondu qu'il était à 4500 pieds. Sa voix est restée calme, professionnelle, la voix d'un pilote signalant une situation inhabituelle, plutôt que celle d'un homme paniqué. Ce qui s'est passé au cours des minutes suivantes allait transformer une étrange rencontre en un mystère durable. Valentich a signalé que l'objet planait au-dessus de lui et que ce n'était pas un avion. Il l'a décrit comme étant long, avec une surface métallique et une lumière verte. Le contrôleur lui a demandé de décrire sa forme. Valentich a tenté de descendre pour mieux voir, mais l'objet imitait ses mouvements au-dessus de lui. Il a aussi signalé des problèmes de moteur. Son moteur est devenu irrégulier. Il a dit vouloir aller à l'île King. Il a signalé que l'étrange appareil planait encore au-dessus de lui, puis a prononcé ces derniers mots avant que la transmission ne sombre dans le chaos. Il a dit « Il plane et ce n'est pas un avion ». 17 secondes de bruit ont suivi. Des analystes audio ont étudié ce son pendant des années. Certains le décrivent comme un grincement métallique, d'autres comme un bruit de frottement ou de cliquetis. Il ne correspond à aucune panne mécanique connue. Il ne ressemble pas au bruit d'un crash ou d'un décrochage. C'est un son non identifié qui a accompagné les derniers instants d'une rencontre non identifiée. Après ces 17 secondes, la transmission s'est arrêtée. Le contrôle aérien de Melbourne a tenté de reprendre contact plusieurs fois, sans réponse. Frédéric Valentich et son Cessna 182 ont disparu au-dessus du détroit de Bass, déclenchant l'une des plus grandes opérations de recherche en Australie. Des avions et des bateaux ont fouillé la zone pendant 4 jours. La profondeur de l'eau dans cette partie du détroit varie de 30 à 45 mètres, ce qui est assez peu profond pour que des débris soient visibles ou récupérables. Aucune épave n'a jamais été retrouvée, aucune nappe de pétrole, aucun débris, aucun corps, aucun signal de balise de détresse n'a jamais été détecté.
L'avion et son pilote avaient simplement cessé d'exister dans les jours et les semaines qui ont suivi. Des témoins ont partagé leur récit de cette soirée. Un agriculteur près du cap Otway a vu une lumière verte se déplacer de façon erratique dans le ciel. Au moment de la disparition de Valentich, un groupe de témoins près d'Apollo Bay a rapporté avoir vu un avion suivi ou accompagné par une lumière étrange. Roy Manifold, plombier photographiant le coucher du soleil près du cap Otway, a ensuite découvert un objet étrange sur l'une de ses photos, une forme sombre dans le ciel qu'il n'avait pas vue sur le moment. La photographie a été analysée en profondeur, mais jamais expliquée de manière concluante. Le ministère australien des Transports a mené une enquête officielle. Leurs conclusions, publiées en mai 1982, indiquaient que la raison de la disparition de l'appareil n'a pas été déterminée. Ils n'ont pas pu expliquer ce que Frédéric Valentich a rencontré, ni les sons enregistrés lors de sa dernière transmission, ni l'absence totale de débris dans des eaux peu profondes et calmes. L'affaire demeure ouverte. Certains enquêteurs l'ont proposé. Valentich s'est désorienté et a volé à l'envers, prenant les lumières de son propre avion reflétées sur l'eau pour celles d'un autre appareil au-dessus de lui. Cette théorie n'explique pas les 17 secondes de bruit métallique. Les nombreux témoins qui ont signalé des lumières inhabituelles ce soir-là et l'absence totale d'épave dans des eaux qui auraient dû livrer au moins quelques preuves d'un crash. D'autres ont suggéré un suicide ou une disparition soigneusement mise en scène, mais aucune preuve n'a jamais été trouvée pour étayer l'une ou l'autre de ces théories. Ceux qui connaissaient des Valentich le décrivaient comme enthousiaste pour l'avenir et non suicidaire. L'audio de sa dernière transmission est public. Vous pouvez entendre un pilote de 20 ans décrire calmement quelque chose qui tourne au-dessus de lui et qu'il ne peut pas identifier. On entend son inquiétude grandir quand son moteur faiblit et il affirme avec certitude que ce qu'il voit n'est pas un avion. Et puis vous pouvez entendre 17 secondes d'un son que personne n'a pu expliquer, suivi par le silence. Frédéric Valentich n'a jamais été revu, son avion n'a jamais été retrouvé, et ce qui tournait au-dessus de lui ce soir-là, au-dessus du détroit de Bass, reste à ce jour totalement inconnu. 62 enfants sont restés figés au bord de la cour de leur école, regardant deux êtres s'approcher d'un engin argenté qui avait atterri dans les broussailles, au-delà de la cour de récréation. Les êtres avaient très d'énormes yeux, ils se déplaçaient d'une manière étrange, comme si la gravité les affectait différemment. Et puis, sans prononcer un seul mot, ils ont transmis un message directement dans l'esprit des enfants, un avertissement concernant l'avenir de la Terre. Lorsque le psychiatre de Harvard John Mack s'est rendu au Zimbabwe pour interroger ses enfants, il s'attendait à découvrir une fantaisie collective ou un événement mal compris. Ce qu'il a découvert à la place allait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur la perception humaine et sur la nature même de la réalité. C'était le 16 septembre 1994 à l'école Ariel, une petite école primaire privée à Arua, au Zimbabwe, à environ 20 km de la capitale, Harare. La récréation du matin venait de commencer, les enseignants et les parents étaient réunis à l'intérieur pour une réunion du personnel, laissant environ 250 élèves sans surveillance dans la cour de récréation. Ce qui s'est passé au cours des 10 à 15 minutes suivantes allait être rapporté indépendamment par 62 de ces enfants, âgés de 6 à 12 ans, et leur récit allait rester remarquablement, presque incroyablement cohérent pendant les 3 décennies suivantes. Les enfants ont d'abord remarqué des lumières dans le ciel, puis ils ont observé un engin argenté descendre dans les broussailles et les arbres à la lisière de la cour de l'école, une zone interdite aux élèves à cause des serpents et du terrain dangereux. Certains enfants ont décrit un engin, d'autres ont parlé de plusieurs objets plus petits, mais tous étaient d'accord sur ce qui s'est passé ensuite. Des êtres sont apparus, 2, peut-être 3 silhouettes plus petites que des adultes. Avec des membres fins, une peau grise et de grands yeux noirs couvrant les côtés de leur tête, ils portaient des combinaisons noires moulantes et ne marchaient pas normalement. Des enfants les ont décrits comme glissant ou disparaissant pour réapparaître ailleurs, comme s'ils traversaient l'espace.
L'un des êtres s'est approché à quelques mètres des enfants les plus proches. Emily Trim, qui avait 8 ans à l'époque, s'est retrouvée à regarder directement dans les yeux l'une des silhouettes. Ce qu'elle a ressenti à ce moment-là n'était pas un son, ni un langage tel qu'elle le comprenait, mais quelque chose qui contournait complètement ses oreilles. Des images ont envahi son esprit. Elle a vu des arbres tomber, elle a vu le ciel devenir sombre, elle a vu la terre mourir. Le message n'était pas subtil, c'était un avertissement. La technologie détruisait la planète, les humains commettaient une terrible erreur. Ce n'était pas l'interprétation d'Émilie d'une expérience ambiguë. C'était le même message rapporté indépendamment par enfant après enfant. Lorsque les chercheurs sont arrivés pour enquêter, les êtres se sont repliés vers leur engin, l'objet s'est élevé en silence et a disparu. Les enfants ont couru en criant vers l'école. Certains pleuraient, certains étaient terrifiés, d'autres étaient étrangement calmes, comme s'ils avaient vécu quelque chose de profond plutôt que d'effrayant. À la sortie de leur réunion, les enseignants informés des faits sont restés sceptiques. Ils pensaient à une hystérie collective, les enfants se nourrissant de l'imagination des autres, mais ils ont ensuite pris une décision cruciale pour la crédibilité de l'affaire. Avant que les enfants ne puissent comparer leurs histoires, avant qu'ils ne puissent contaminer la mémoire les uns des autres, les enseignants les ont séparés et ont demandé à chaque enfant de dessiner ce qu'il avait vu. Les dessins représentaient pratiquement le même engin, avec des formes cohérentes, des êtres aux mêmes yeux surdimensionnés, les mêmes corps minces, les mêmes combinaisons noires. Des enfants qui se trouvaient à des extrémités opposées de la cour de récréation, qui n'auraient pas pu voir le même angle ni les mêmes détails, ont produit des dessins qui correspondaient d'une manière qui défiait la coïncidence. Lorsque le journaliste de la BBC, Tim Leach, est arrivé pour enquêter, il s'attendait à démystifier un fantasme d'enfant. Au lieu de cela, il s'est retrouvé face à des dizaines de témoins dont les récits ne pouvaient être expliqués. Il a décrit les enfants comme étant véritablement traumatisés, ne jouant pas la comédie, ne cherchant pas l'attention, mais essayant de comprendre quelque chose qu'ils avaient réellement vécu. 2 mois plus tard, John Mack est arrivé. Mack n'était pas un chercheur marginal. Il était lauréat du prix Pulitzer et professeur de psychiatrie à la Harvard Medical School, l'une des institutions les plus respectées au monde. Il avait étudié pendant des années des personnes affirmant avoir rencontré des extraterrestres, les abordant en clinicien et non en croyant. En cherchant des explications psychologiques, ce qu'il a découvert à l'école aériale l'a troublé précisément parce qu'il n'a pas pu trouver ces explications. Les enfants n'étaient pas en train de fantasmer, ils ne mentaient pas, ils ne montraient en aucun des signes psychologiques de fabulation ou de délire collectif qu'ils décrivaient. Du mieux que leurs jeunes esprits pouvaient l'exprimer, ils racontaient quelque chose qui leur était réellement arrivé. Mack a interrogé les enfants devant la caméra, et ces enregistrements existent toujours. Leur visage exprime la confusion, l'émerveillement et, dans certains cas, une gravité troublante qui semble bien au-delà de leur âge. Interrogés sur le message, ils ont répété les mêmes thèmes, sans influence extérieure. Les êtres étaient préoccupés par la technologie. Ils mettaient en garde contre la destruction de l'environnement. Ils communiquaient par des sentiments et des images, pas par des mots. Mack écrira plus tard que l'affaire de l'école aériale était l'une des plus significatives qu'il ait jamais rencontrées. Précisément en raison du nombre de témoins, de leur âge, de leur cohérence et de l'absence de toute explication conventionnelle plausible. Les anciens élèves de l'école Ariel ont désormais la trentaine. Le réalisateur de documentaires Randall Nickerson en a retrouvé beaucoup des décennies plus tard. Leurs témoignages n'ont pas changé. Emily Trim est devenue artiste et son travail reflète toujours les images implantées dans son esprit ce matin-là. D'autres se sont exprimés publiquement en répétant les mêmes détails qu'ils avaient rapportés. En tant qu'enfants, ils ne cherchent pas la célébrité. Beaucoup ont évité de parler de l'événement pendant des années à cause du ridicule qu'il a suscité, mais lorsqu'on leur pose la question directement, ils maintiennent ce qu'ils ont toujours affirmé. Quelque chose a atterri dans leur école ce jour-là. Des êtres sont apparus, un message a été transmis et quels que soient ces êtres, ils savaient quelque chose sur l'avenir de l'humanité qu'ils voulaient
désespérément que ses enfants comprennent. Aucune preuve matérielle retrouvée sur place. Aucune photo de l'engin n'existe, mais 62 témoins ont vu quelque chose en même temps et se sont aussitôt dispersés. Produire des dessins identiques et des récits identiques qui sont restés inchangés pendant 30 ans représente une forme de preuve extraordinairement difficile à écarter. Quoi qu'il se soit passé à l'école, Ariel ce matin-là, en 1994, cela a marqué chaque enfant témoin. Et l'avertissement qu'ils ont reçu concernant la technologie, la destruction de l'environnement, le chemin que l'humanité empruntait, n'a fait que devenir de plus en plus pertinent au fil des années. Lorsque le F-4 Phantom iranien a verrouillé l'objet brillant qui planait au-dessus de Téhéran et que le pilote s'est préparé à tirer, ses systèmes d'armes se sont éteints. Ses communications ont échoué, ses instruments sont devenus illisibles. Au moment où il s'est éloigné de l'objet, tout est revenu à la normale. Un deuxième avion de chasse a été dépêché. La même chose s'est produite, et lorsqu'un objet plus petit s'est détaché de l'appareil principal et a foncé directement vers l'un des chasseurs à une vitesse impossible. Le pilote était absolument certain qu'il allait pour mourir. Ce n'était pas une observation civile, ni une simple anomalie sur le radar. Il s'agissait d'un engagement militaire avec quelque chose qui démontrait des capacités qu'aucune nation sur Terre ne possédait. Documenté dans un rapport de l'Agence de renseignement de la Défense qui serait plus tard déclassifié et confirmé comme authentique. Cela a commencé peu après 23 heures, le 19 septembre 1976. Les habitants du nord de Téhéran ont submergé le poste de commandement de l'armée de l'ère impériale iranienne d'appels téléphoniques. Quelque chose d'énorme et d'éblouissant flottait dans le ciel, faisant clignoter des lumières colorées selon des motifs qui semblaient loin délibérés. Les appels étaient si nombreux et si cohérents que l'officier de service décida d'aller voir par lui-même. Il sortit, leva les yeux et reconnut immédiatement que ce n'était ni une étoile, ni une planète, ni aucun appareil qu'il ait jamais vu. Il contacta le commandement de l'armée de l'air qui décida en quelques minutes de faire décoller un F-4 Phantom II pour enquêter. Le premier avion de chasse, piloté par un équipage expérimenté, décolla de la base aérienne de Cherokee. Alors qu'il s'approchait de l'objet, le pilote tenta d'estimer sa taille et sa distance, mais la lumière qu'il émettait était si intense qu'une mesure précise était impossible. Il jugea sa taille semblable à la Lune, mais bien plus lumineuse. Il passait rapidement du rouge au vert, à l'orange et au bleu. Alors que le F-4 s'approchait à environ 25 000 nautiques, tous les systèmes du cockpit tombèrent en panne simultanément. Les communications et les instruments de navigation ont cessé, empêchant le pilote de joindre la tour ou son ailier. Il dut interrompre l'approche et retourner à la base. Dès qu'il a changé de cap et pris ses distances avec l'objet, tous les systèmes sont redevenus normaux, comme si un interrupteur avait été actionné. Un second F-4 a aussitôt décollé, piloté par les lieutenants Parviz Jafari et Jalal Damirian. Parviz Jafari deviendra plus tard général dans l'armée de l'air iranienne et parlera publiquement de cette rencontre pendant des décennies, sans jamais dévier de son récit. Alors qu'ils s'approchaient de l'objet, le radar a confirmé ce que leurs yeux voyaient. La cible était réelle, solide et énorme. Jafari a estimé que sa taille était comparable à celle d'un avion ravitailleur Boeing 707. Puis un événement survint qui le hanterait toute sa carrière. Un petit objet lumineux s'est détaché de l'appareil principal et a foncé vers le F-4 à une vitesse que Jafari peinait à concevoir. Son instinct immédiat a été défensif. Il a tenté d'armer et de tirer un missile AM-9 Sidewinder au moment où son doigt s'est dirigé vers le panneau d'armement. Les systèmes de contrôle des armes se sont éteints, les communications ont échoué, les instruments sont illisibles. Le petit objet a continué son approche à une vitesse terrifiante, et Jafari était convaincu qu'il vivait ses derniers instants. Il a plongé l'avion dans un virage serré pour échapper à ce qu'il pensait être une attaque imminente. Le petit objet a suivi sa manœuvre, maintenant sa trajectoire, puis s'est soudainement détaché et est retourné vers l'appareil principal, le rejoignant aussi facilement qu'il l'avait quitté.
Jafari a repris le contrôle de ses systèmes au moment où le petit objet s'est désengagé, mais la rencontre n'était pas terminée. Un deuxième objet s'est détaché de l'appareil principal, descendant rapidement vers le sol. Les deux membres d'équipage ont observé alors qu'il tombait vers un lac asséché au sud de Téhéran, illuminant le terrain en dessous si intensément qu'ils pouvaient distinguer les détails du sol depuis leur altitude. Ils s'attendaient à une explosion à l'impact. Au lieu de cela, l'objet sembla atterrir en douceur, sa lueur s'étendant sur un rayon de 2 à 3 kilomètres. Jafari a marqué l'emplacement et a poursuivi l'objet principal, mais celui-ci a accéléré à une vitesse qui a rendu toute poursuite inutile. Le lendemain matin, Jafari et d'autres militaires ont été transportés en hélicoptère à l'endroit où le plus petit objet avait atterri. Ils n'ont trouvé ni cratère, ni débris, ni aucune preuve physique. Mais les habitants d'une petite maison près du site ont rapporté qu'ils avaient ressenti une lumière et un son intense la nuit précédente, si puissants qu'ils craignirent que leur bâtiment ne s'effondre. Les équipements électroniques de la région avaient dysfonctionné. L'équipage d'un avion de ligne civile qui traversait la région au moment de l'incident a rapporté que leurs communications avaient été perturbées. Pendant la même période, plusieurs témoins indépendants, civils et militaires, qu'ils soient en vol ou au sol, avaient vécu le même phénomène. Les États-Unis ont pris l'incident au sérieux. Une évaluation de 4 pages de l'événement par l'Agence de renseignement de la Défense a été préparée et distribuée à la NSA, à la CIA et à la Maison-Blanche. Le document, qui a ensuite été déclassifié et reste accessible au public, décrit l'incident comme un rapport crédible de quelque chose qui a démontré une maniabilité exceptionnelle, la capacité de désactiver les systèmes d'armes et de communication à volonté et des performances bien supérieures à tout aéronef connu. L'évaluation note que l'objet semblait percevoir lorsqu'il était pris pour cible et répondait en brouillant les systèmes de l'appareil attaquant. Le rapport n'offre aucune explication sur ce qu'était l'objet ou d'où il venait. Le lieutenant Jafari, qui a atteint le grade de général avant sa retraite, a parlé de cette nuit des centaines de fois. Il est apparu lors de conférences de presse, il a témoigné devant des panels internationaux, il n'a jamais changé un seul détail de son récit. Il décrit l'objet comme n'étant pas de cette terre. Non pas parce qu'il veut croire aux visiteurs extraterrestres, mais parce qu'il ne peut concevoir aucune technologie humaine capable de faire ce qu'il a vu. Les armes qui auraient dû tirer n'ont pas tiré, les systèmes qui auraient dû fonctionner n'ont pas fonctionné. Et le plus petit objet censé le détruire a préféré retourner à sa source, le laissant vivant, pour raconter une histoire que la Defense Intelligence Agency elle-même ne pouvait pas expliquer. Le 13 mars 1997, le gouverneur de l'Arizona a tenu une conférence de presse après que des milliers de résidents aient inondé son bureau. Des appels évoquaient un objet massif survolant l'État. Il s'est avancé vers le podium avec un homme déguisé en extraterrestre et a annoncé qu'ils avaient en trouvé le coupable. La salle a ri. L'affaire a été classée. 10 ans plus tard, ce même gouverneur a admis à la télévision nationale qu'il avait vu l'objet lui-même cette nuit-là, qu'il était énorme, qu'il était silencieux, qu'il n'était absolument pas de ce monde, et qu'il avait organisé cette conférence de presse ridicule parce qu'il était terrifié à l'idée de provoquer une panique générale. Les lumières de Phénix sont l'un des plus grands phénomènes observés collectivement aux États-Unis, ayant été vus par 10 000 à 20 000 personnes dans 3 États. Et à ce jour, aucune explication n'a été donnée pour expliquer ce que toutes ces personnes ont vu. Tout a débuté vers 19h30 au-dessus de Henderson, Nevada. Un homme a signalé avoir vu des lumières en V se diriger vers le sud-est pendant 2 heures. Cette même formation, ou quelque chose de presque identique, serait signalée par des témoins sur une trajectoire de 300 miles, allant du Nevada à travers l'Arizona jusqu'à la frontière nord du Mexique. Les appels ne provenaient mais pas d'observateurs isolés ou d'enthousiastes des ovnis. Ils venaient de policiers, de pilotes, de militaires et de familles ordinaires, qui étaient sortis dehors et s'étaient retrouvés à fixer quelque chose qu'ils ne pouvaient ni identifier ni expliquer. Les témoins ont rapporté que les descriptions étaient remarquablement cohérentes.
un engin massif en forme de V ou de boomerang, si grand que beaucoup avaient du mal à en estimer la taille. Ceux qui ont tenté de mesurer l'objet en se basant sur les étoiles qui l'occultaient estimèrent sa longueur entre plusieurs centaines de mètres et plus d'un mile. Il avançait lentement, délibérément et silencieusement, sans bruit de moteur, de rotor, ni perturbation sonore. Il est passé juste au-dessus des habitations, des autoroutes et des centres urbains, comme s'il ne craignait pas d'être vu. Certains témoins ont rapporté qu'il semblait flotter plutôt que voler, glissant dans le ciel avec une fluidité défiant l'aérodynamique conventionnelle. À Phoenix même, les observations ont atteint leur apogée vers 20h30. Des milliers de personnes ont vu la formation survoler la ville. Tim Lay, consultant en gestion, l'a observé avec sa famille depuis leur jardin. Il l'a décrit comme si immense qu'il occupait tout leur champ de vision, masquant les étoiles en passant au-dessus d'eux. Il a estimé qu'il avait fallu entre 2 et 3 minutes pour traverser son champ de vision. Sa femme et ses enfants ont vu la même chose. Il en fut de même pour leurs voisins et pour des habitants de la ville, sans lien ni raison d'inventer les mêmes histoires. Parmi les témoins cette nuit-là se trouvait Fife Symington III, le gouverneur en exercice de l'Arizona. Symington était un ancien officier de l'armée de l'air et pilote expérimenté. Voyant l'agitation dehors, il est sorti et a observé un immense engin en forme de delta se déplacer silencieusement au-dessus de la ville. Il a tout de suite compris que ce n'était pas un appareil qu'il connaissait ou dont il avait entendu parler. Mais Symington était aussi un homme politique face à un public inquiet et à une frénésie médiatique. Plutôt que de confirmer ce qu'il avait vu et risquer de provoquer une panique générale, il a pris la décision d'organiser la conférence de presse avec le costume d'extraterrestre. En transformant l'incident en plaisanterie et en espérant qu'il tombe dans l'oubli du public, l'armée de l'air a finalement proposé une explication. Ils ont déclaré que les lumières vues au-dessus de Phoenix vers 22h étaient des fusées éclairantes larguées par des avions ADX Warthog lors d'un exercice sur le champ de tir Barry Goldwater. Cette explication a été acceptée par certains et rejetée par beaucoup. Les critiques ont souligné que les fusées éclairantes de 22h étaient un événement distinct des observations du vaisseau massif à 20h30. L'hypothèse des fusées éclairantes n'expliquait pas l'objet en V qui cachait les étoiles en traversant. Elle ne pouvait pas non plus expliquer les centaines de témoins ayant vu l'engin de près, décrivant une structure solide plutôt que des points lumineux. Les deux événements avaient été confondus, intentionnellement ou non, et les observations antérieures de l'énorme engin restaient inexpliquées. Les témoignages ont continué à s'accumuler des années après l'événement. Un pilote de ligne a rapporté qu'il avait observé l'objet depuis son cockpit et qu'il avait été averti par le contrôle aérien de ne pas parler de ce qu'il avait vu. Un chauffeur de camion sur l'Interstate 17 a décrit l'engin passant directement au-dessus de son véhicule, si près qu'il pouvait voir les panneaux et la structure sur sa face inférieure. Une ancienne policière a rapporté qu'elle avait tenté de signaler l'observation par les voies officielles et qu'on lui avait dit d'oublier ce qu'elle avait vu. La cohérence de ces témoignages de témoins crédibles, sans intérêt à mentir, révélait quelque chose de vraiment anormal. Survolant l'Arizona cette nuit-là. En 2007, Fife Symington a finalement dit la vérité. Lors d'interviews avec les principaux réseaux d'information, il a qualifié ce qu'il avait vu d'immense, inexplicable et d'un autre monde. Il a regretté la moquerie organisée 10 ans plus tôt, expliquant qu'il craignait de provoquer la panique. Cela pourrait résulter du fait qu'un gouverneur en exercice confirme la réalité de ce que des milliers de personnes avaient vu. Son aveu a ajouté un poids considérable à l'affaire. C'était un pilote expérimenté, vétéran militaire et gouverneur d'État. Confirmant qu'il avait vu exactement ce que les autres témoins avaient décrit et qu'il avait passé 10 ans à mentir à ce sujet parce que la vérité était trop effrayante pour être reconnue publiquement, les lumières de Phoenix restent inexpliquées. L'armée de l'air n'a proposé que l'explication des fusées éclairantes, ce qui reste insuffisant même après une analyse superficielle. Aucune autre opération militaire n'a été reconnue.
Aucun programme d'avion expérimental n'a été révélé qui pourrait expliquer la présence d'un engin silencieux, large d'1 mile, voyageant à basse altitude au-dessus d'une grande ville américaine. Quoi que ce soit qui ait survolé l'Arizona le 13 mars 1997, cela l'a fait sous les yeux de tous. Des dizaines de milliers de témoins sont restés visibles des heures avant de disparaître, ne laissant que des questions auxquelles le gouvernement des États-Unis n'a montré aucun intérêt à répondre. La nuit, des faisceaux traquaient les habitants de Colaris comme des proies. Ils ont laissé derrière eux des blessures par perforation, des radiations, des brûlures, et des victimes tellement vidées de leur sang que les médecins ont comparé leur état à une anémie sévère sur plusieurs mois. En 1977, des centaines d'habitants de cette île brésilienne ont rapporté avoir été attaqués par des lumières venues du ciel. Elles les suivaient alors qu'ils couraient et les frappaient avec des faisceaux qui causaient des blessures physiques immédiates. L'armée de l'air brésilienne a lancé une enquête officielle appelée Opération Soucoupe. Ce qu'ils ont documenté était tellement troublant que les dossiers sont restés classifiés pendant des décennies. Et l'officier qui a dirigé l'enquête allait plus tard parler publiquement de ce qu'il avait vu avant de mourir, dans des circonstances que beaucoup considèrent comme suspectes. Colaris est une petite île dans le delta de l'Amazone, accessible uniquement par bateau, abritant une communauté de pêcheurs qui avait peu de contact avec le monde extérieur. En 1977, dès octobre de cette année-là, les habitants ont signalé d'étranges lumières dans le ciel. Au début, celles-ci ont été écartées comme des avions mal identifiés ou des phénomènes atmosphériques, mais ensuite les attaques ont commencé. Les gens ont décrit avoir été réveillés la nuit par une lumière intense inondant leur maison. Ils ont décrit des faisceaux qui semblaient les cibler, traversant fenêtres et murs, les frappant d'une sensation de brûlure qui laissait des marques visibles sur leur peau. Les victimes ont rapporté s'être senties paralysées, incapables de bouger ou de crier pendant que la lumière les maintenait en place pendant quelques secondes ou minutes avant de les relâcher et de se retirer dans le ciel. Les blessures n'étaient pas psychologiques. Les médecins de l'île et de la ville voisine de Belém ont examiné victime après victime et ont documenté des blessures remarquablement similaires. De petites marques de piqûres, souvent par paires, apparaissaient sur la poitrine, le cou et les bras de ceux qui avaient été touchés. Les tissus voisins montraient des brûlures compatibles avec une exposition aux radiations. Les analyses de sang ont montré que beaucoup de victimes avaient un taux de globules rouges très bas, comme si leur sang avait été extrait à travers la peau. 2 femmes seraient mortes de leurs blessures, bien que les dossiers officiels concernant ces décès restent contestés. Les attaques sont devenues si fréquentes et si terrifiantes que les habitants ont commencé à dormir en groupe, à poster des guetteurs et à allumer des feux toute la nuit dans l'espoir de chasser ce qui les traquait. L'armée de l'air brésilienne a pris le rapport suffisamment au sérieux pour lancer l'opération Soucoupe, officiellement connue sous le nom d'Opéra Somprato, en septembre 1977. Le capitaine Uyangai Holanda a été chargé de diriger l'enquête. Holanda est arrivé dans la région en s'attendant à démystifier un événement d'hystérie collective ou à trouver une explication conventionnelle aux observations. Mais ce qu'il a découvert allait bouleverser sa compréhension de la réalité. Son équipe a recueilli plus de 300 témoignages de témoins. Ils ont photographié d'étranges lumières dans le ciel. Ils ont examiné les blessures sur les corps des victimes. Ils ont prélevé des échantillons de sol sur les sites d'atterrissage et recueilli des témoignages de personnes dont la peur semblait impossible à simuler. Hollander et son équipe ont eux-mêmes observé les objets à plusieurs reprises. Ils ont vu des lumières se déplacer intelligemment, changer de direction, s'arrêter brusquement et projeter des faisceaux au sol. Les objets prenaient en différentes formes. Certains étaient cylindriques, d'autres en forme de disque, d'autres encore n'étaient rien de plus que des sphères intensément lumineuses. Hollander a photographié plusieurs de ces objets et ces photos ont été incluses dans les dossiers classifiés qui ne seraient pas rendus publics avant des décennies. Il a décrit l'expérience comme bouleversante, affirmant que ce qu'il avait vu n'était clairement pas une technologie humaine et ne se comportait selon aucune loi de la physique.
Il a compris que l'enquête avait duré plusieurs mois avant d'être brusquement interrompue. Hollander a reçu l'ordre de rassembler toute la documentation, toutes les photographies, toutes les preuves matérielles et de les remettre à ses supérieurs à Brasilia. Les dossiers ont été classifiés. Hollander a reçu l'instruction de ne jamais parler de ce qu'il avait vu pendant près de 20 ans. Il a obéi à cet ordre. Puis en 1997, Hollander a accepté de parler publiquement de l'opération Soucoupe pour la première fois, lors d'entretiens avec des journalistes et chercheurs brésiliens sur les ovnis. Il a décrit les attaques, les blessures, les objets qu'il avait personnellement vus et sa conviction absolue que ce qui était descendu sur Colaris ne venait pas de cette terre. Les entretiens de Hollander étaient précis et troublants. Il a décrit des objets balayant le terrain avec des faisceaux lumineux, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Il a décrit la terreur dans les yeux des villageois touchés par ces faisceaux, laissés avec des marques qui ne guérissaient pas durant des semaines. Il a décrit sa frustration d'avoir reçu l'ordre d'enterrer des preuves de quelque chose que le gouvernement brésilien considérait clairement comme réel et manifestement trop dangereux pour être reconnu. Il a regretté d'être resté silencieux si longtemps et affirmé que le public devait connaître ce qui s'était passé à Colaris. 2 mois après avoir accordé ces interviews, le capitaine Ourangu Hollande a été retrouvé mort chez lui, pendu. La conclusion officielle a été le suicide. Ceux qui le connaissaient, y compris les chercheurs qui l'avaient interviewé, ont exprimé leur incrédulité. Hollande n'avait montré aucun signe de dépression ni d'idée suicidaire. Raconter enfin son histoire l'avait dynamisé, non accablé. Sa mort reste officiellement un suicide. Mais le moment choisi a poussé beaucoup à soupçonner que sa décision de parler de l'opération Soucoupe a eu des conséquences dépassant l'embarras pour l'armée brésilienne. Les dossiers de l'opération Soucoupe ont finalement été déclassifiés dans les années 2000. Ils confirment en grande partie ce que Hollanda avait décrit. Des centaines de témoignages, des photos d'objets non identifiés et une documentation médicale sur des blessures compatibles avec une exposition aux radiations. Un schéma d'attaque visant une population vulnérable, dans une région isolée où il était difficile d'obtenir de l'aide extérieure. Le gouvernement brésilien n'a jamais expliqué ce qui s'est passé à Calares. Ils n'ont jamais identifié la source des lumières, des faisceaux ou des blessures. Ils ont documenté une attaque prolongée contre leurs citoyens par un phénomène inconnu, gardé cela secret des décennies et face à la vérité n'ont offert que le silence. Les habitants de Calares se rappellent 1977. Ils nomment les lumières Chupa, le suceur, en raison de la manière dont elles semblaient drainer le sang de leurs victimes. Pour ceux qui ont vécu ces mois-là, la terreur était réelle, les blessures étaient des réelles, et le fait de savoir que leur propre gouvernement a enquêté puis enterré la vérité a laissé une blessure qui n'a jamais complètement guéri. Il est descendu de 80 000 pieds au niveau de la mer en moins d'une seconde. Il n'avait pas d'ailes, il n'avait pas de gaz d'échappement, il n'avait aucun moyen de propulsion visible. Lorsque le commandant David Fravor, un pilote de chasse de la marine avec 18 ans d'expérience, a tenté d'intercepter l'objet, celui-ci a imité sa descente, puis a accéléré si rapidement qu'il a semblé simplement disparaître, 60 miles plus loin. Aux coordonnées où Fravor avait reçu l'ordre de se rendre après l'interception, l'objet l'attendait déjà. Il était arrivé à sa destination classifiée avant lui. La rencontre de 2004 avec l'USS Nimitz resterait cachée au public pendant plus d'une décennie, jusqu'à ce que des images confirmées par le Pentagone soient publiées en 2017, forçant le gouvernement des États-Unis à reconnaître que quelque chose opérait dans l'espace aérien américain en défiant toutes les lois connues de la physique. La rencontre a eu lieu le 14 novembre 2004 à environ 160 km au sud-ouest de San Diego. Le groupe aéronaval de l'USS Nimitz suivait des contacts radars anormaux depuis près de 2 semaines. Les objets sont apparus à 24 000 mètres bien au-dessus du plafond opérationnel des appareils connus. Ils ont rapidement plongé au niveau de la mer, ont plané puis sont remontés brusquement.
Les opérateurs radars ont d'abord pensé que leur système était en défectueux, mais comme les objets continuaient d'apparaître jour après jour, la marine a décidé d'enquêter. Le commandant David Fravor et le lieutenant-commandant Alex Dietrich pilotaient en effet 18 Super Hornet lors d'une mission d'entraînement de routine. Lorsqu'ils ont reçu l'ordre d'enquêter sur un contact, on ne leur a pas dit ce qu'ils allaient encore découvrir. Lorsqu'ils sont arrivés aux coordonnées, les deux pilotes ont observé quelque chose en train de planer à environ 15 mètres au-dessus de l'océan. Sous l'objet, l'eau bouillonnait et écumait, comme si quelque chose de massif était immergé juste sous la surface. L'objet lui-même était blanc, lisse et avait la forme d'un énorme bonbon tic-tac, mesurant environ 12 mètres de long. Il n'avait ni aile, ni queue, ni rotor, ni échappement, et aucune fenêtre ou marque visible. Il se déplaçait de façon erratique, changeant brusquement de direction, ce qui semblait aérodynamiquement impossible. Frava décida de descendre pour regarder de plus près alors qu'il spiralait vers l'objet. Il commença à monter, imitant ses mouvements comme s'il était conscient de sa présence et réagissait à ses actions. Les deux engins tournèrent l'un autour de l'autre comme des prédateurs, évaluant une menace. Puis, sans avertissement, l'objet accéléra à une telle vitesse que Fravor perdit le contact visuel presque immédiatement. Il a décrit l'accélération comme étant au-delà de tout ce qu'il avait jamais vu. Plus rapide que n'importe quel missile, plus rapide que n'importe quel avion, plus rapide que tout ce qu'il pensait que la technologie humaine pouvait accomplir. Fravor a reçu l'ordre de se rendre à un point de rendez-vous situé à environ 60 miles de là. Lorsqu'il est arrivé, l'opérateur radar à bord de l'USS Princeton l'a informé que l'objet était déjà là, attendant aux coordonnées exactes. Il avait parcouru 60 miles en quelques secondes, arrivant avant un avion de chasse supersonique qui avait pourtant une avance considérable. L'objet est parti avant que Fravor ne puisse réduire la distance, s'élevant et disparaissant complètement du radar. Un second vol a été lancé, cette fois équipé d'une nacelle de ciblage Fly Air capable d'enregistrer des vidéos. Le lieutenant Chad Underwood a capté l'objet avec ses systèmes de suivi et enregistré les images qui sont devenues la vidéo d'OVNI la plus regardée de l'histoire. La vidéo montre un objet blanc, oblong sans propulsion visible, qui tourne et se déplace contre le vent tout en maintenant une position stable. Cela aurait dû être impossible pour tout aéronef. Underwood a signalé que l'objet ne présentait aucune signature thermique correspondant à une propulsion conventionnelle. Il était froid, ou du moins ne produisait pas la chaleur qu'un moteur aurait générée. Les images ont été classées et la rencontre est restée secrète pendant 13 ans. Les pilotes ont été débriefés et sommés de garder le silence sur ce qu'ils avaient vu. Puis, en décembre 2017, le New York Times a publié un article révélant l'existence d'un programme secret du Pentagone appelé le Programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. La vidéo du Nimitz a été publiée en même temps que l'article, et pour la première fois, le public a vu ce que les pilotes militaires observaient depuis des décennies. La réaction a été immédiate et divisée. Les sceptiques ont proposé des explications allant de dysfonctionnement des capteurs à des programmes de drones classifiés. Aucune de ces explications ne tenait compte des confirmations par plusieurs capteurs, des observations visuelles par plusieurs pilotes expérimentés ou des manœuvres défiant les lois de la physique décrites par de nombreux témoins. Le commandant Fravor est devenu célèbre, apparaissant à la télévision et dans des podcasts. Décrivant sa rencontre avec des détails cohérents et exprimant une certitude absolue que ce qu'il avait vu n'était pas une technologie humaine. En 2020, le Pentagone a officiellement reconnu que les images étaient authentiques et avaient été capturées par des pilotes de la marine. Ils ont refusé d'expliquer ce qu'était l'objet. En 2021, un rapport remis au Congrès a admis que le personnel militaire avait documenté plus de 140 rencontres avec des phénomènes aériens non identifiés qui ne pouvaient pas être expliqués, et que ces objets démontraient des capacités bien au-delà de toute technologie connue. Le rapport n'a tiré aucune conclusion sur l'origine de ces objets, seulement l'aveu qu'ils existaient et que l'armée américaine n'a pas pu les identifier.
Le commandant Fravor a déclaré publiquement qu'il pense que l'objet n'était pas de ce monde. Il fonde cette évaluation non pas sur des spéculations, mais sur l'observation. Il l'a vu réagir à ces mouvements avec une conscience apparente. Il l'a vu atteindre des vitesses mortelles pour tout pilote humain. Il l'a vu arriver à un endroit classifié avant lui, comme si l'objet savait où il allait. Quoi que soit ce tic-tac, il fonctionnait avec des capacités qu'aucune nation sur Terre n'a jamais démontrées, ni avant ni depuis. Et le fait que le Pentagone ait confirmé son existence tout en refusant d'expliquer suggère que même ceux qui ont accès à des informations classifiées ne savent pas ce que c'est. Le commandant Fravor a rencontré cela ce jour-là au large de San Diego. Dans l'une des installations d'armes nucléaires les plus surveillées d'Europe, un sergent de l'US Air Force a tendu la main et a touché la surface d'un engin qui ne devrait pas exister. Sous ses doigts, il a ressenti chaleur et symboles étranges, presque vivants et illuminés. Quelques heures plus tard, un rayon est descendu du ciel et a frappé les bunkers contenant les ogives nucléaires. Ce n'était ni une observation civile, ni un récit non vérifié. C'était un événement auquel ont assisté des dizaines de militaires pendant 3 nuits consécutives, documenté dans une note officielle par le commandant adjoint de la base et enregistré sur bande audio au moment où cela se produisait. L'incident de la forêt de Rendlesham reste la rencontre militaire avec un ovni la mieux documentée de l'histoire britannique, et peut-être même du monde. Tout a commencé dans la nuit du 26 décembre 1980. La Royal Air Force Woodbridge et la Royal Air Force Bentwaters étaient deux bases jumelles situées dans le Suffolk, en Angleterre, exploitées par l'US Air Force et largement reconnues pour abriter des armes nucléaires dans le cadre de la stratégie de défense de l'OTAN pendant la guerre froide. Peu après minuit, le personnel de sécurité a observé d'étranges lumières descendant dans la forêt de Rendlesham, qui séparait les deux installations. Supposant qu'il s'agissait peut-être d'un crash d'avion, une patrouille a été envoyée pour enquêter. Le sergent Jim Penniston a dirigé l'équipe dans la forêt. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas un avion écrasé. Dans une petite clairière, un engin d'origine inconnue reposait sur le sol de la forêt. Penniston l'a décrit comme ayant une forme triangulaire, mesurant environ 3 mètres de large et 2 mètres de haut, recouvert d'une surface noire lisse semblable à du verre. D'étranges symboles étaient là gravés ou incrustés dans la coque, ressemblant à des hiéroglyphes, mais ne correspondant à aucune langue ou système d'écriture connu. L'appareil émettait un faible bourdonnement et brillait d'une lumière interne qui pulsait lentement, comme s'il respirait. Penniston s'est approché de l'appareil et a posé sa main sur sa surface. Elle était chaude au toucher, et les symboles semblaient s'illuminer sous ses doigts. Il a passé près de 45 minutes à examiner l'objet, à prendre des notes et à faire des croquis. Dans son carnet de patrouille, il a décrit une sensation d'électricité statique et une confusion mentale qui donnait l'impression que le temps était déformé. Le premier classe John Burroughs l'accompagnait, mais il a signalé avoir vécu des périodes de temps manquantes lors de la rencontre dont il ne pouvait se souvenir, peu importe ses efforts. Finalement, l'appareil s'est élevé silencieusement du sol, a manœuvré entre les arbres avec une précision impossible et a accéléré dans le ciel, disparaissant en quelques secondes. La patrouille est retournée à la base et a rapporté ce qu'elle avait vu. Leur récit a été accueilli avec scepticisme, mais les preuves physiques étaient donc plus difficiles à écarter. Le lendemain matin, les enquêteurs ont trouvé 3 empreintes triangulaires dans le sol, à l'endroit où l'appareil s'était posé. Les branches des arbres environnants étaient encassées selon des motifs compatibles avec la descente de quelque chose de volumineux à travers la canopée. Les relevés de radiation sur le site étaient nettement supérieurs au niveau de fond. 2 nuits plus tard, le phénomène est revenu. Cette fois, le lieutenant-colonel Charles Holt, commandant en second de la base, a mené une équipe plus grande dans la forêt pour enquêter. Holt a utilisé un enregistreur audio portatif pour documenter la rencontre en temps réel. L'enregistrement, qui a été rendu public et vérifié comme authentique, capte Holt et son équipe en train d'observer plusieurs lumières anormales se déplaçant dans la forêt et dans le ciel.
Sa voix passe d'un calme professionnel à un étonnement non dissimulé, alors qu'il décrit des objets qui se déplacent d'une manière qu'il ne peut pas expliquer. Ce qui s'est passé ensuite a fait passer l'incident de bizarre à inquiétant. Un faisceau lumineux est descendu d'un des objets et a touché le sol près de l'équipe. D'autres faisceaux ont visé la zone de stockage des armes, où étaient conservées les ogives nucléaires. Holt a observé alors qu'une lumière concentrée balayait la zone la plus sensible et la mieux défendue de toute la base. Les protocoles de sécurité pour les installations nucléaires comptent parmi les plus stricts de toutes les forces armées. L'idée qu'un engin inconnu puisse projeter des faisceaux directement sur des bunkers nucléaires sans aucune réaction ni interception représentait une faille de sécurité du plus haut niveau. L'incident a d'abord été étouffé. Holt a rédigé une note officielle au ministère britannique de la Défense décrivant les événements, mais le document n'a été rendu public qu'en 2001. Les gouvernements américain et britannique ont tous deux soutenu qu'il ne s'était rien passé de significatif, mais les témoins ont refusé de garder le silence. Peniston, Burroughs, Holt et d'autres se sont exprimés publiquement pendant des décennies, participant à des conférences, témoignant et se soumettant à des séances de régression hypnotique. En tentant de retrouver des souvenirs qu'ils estiment bloqués ou supprimés, les preuves matérielles soutiennent leur récit. L'enregistrement audio existe et n'a jamais été discrédité. Le personnel militaire a documenté les relevés de radiation avec du matériel calibré. Les empreintes ont été photographiées avant toute contamination. De nombreux témoins, n'ayant aucune raison d'inventer et toutes les raisons de garder le silence, ont maintenu des témoignages cohérents pendant plus de 40 ans. En 2010, un dossier du ministère britannique de la Défense a été déclassifié, révélant que l'incident de Rendlesham avait été pris bien plus au sérieux que ne le laissaient entendre les déclarations publiques. Le dossier montrait que les responsables étaient réellement perplexes face aux relevés de radiation et ne pouvaient pas expliquer les témoignages multiples des témoins. Aucune explication conventionnelle n'a jamais été proposée. L'incident reste, selon les mots des chercheurs qui l'ont étudié, le Roswell britannique. Un événement si bien documenté et si largement observé qu'il ne peut être écarté. Pourtant, il est tellement inexplicable qu'aucun gouvernement n'a accepté d'y répondre honnêtement. Quoi qu'il soit arrivé dans la forêt de Rendlesham en décembre 1980, cela a laissé des traces physiques, des enregistrements audio et des dizaines de témoins qui ont passé leur vie à essayer de comprendre ce qu'ils ont vécu. L'engin que le sergent Peniston a touché et le rayon frappant les bunkers nucléaires étaient réels. Et le silence des deux gouvernements au cours des décennies qui ont suivi suggère que les réponses, si elles existent, sont considérées comme trop sensibles pour être partagées avec le public. La peau de Betty Cash a cloqué, s'est détachée par plaques et ses cheveux sont tombés par poignées. Un garçon de 7 ans a présenté des symptômes graves d'intoxication aux radiations. Tous les trois avaient commis l'erreur de s'arrêter en voiture pour observer un objet en forme de diamant planant au-dessus d'une route du Texas, entourée d'hélicoptères militaires. Les blessures étaient si graves que Betty Cash aurait besoin de plusieurs années de soins et ne s'en remettrait jamais totalement. Quand elle et Vicky Landrum ont voulu poursuivre le gouvernement américain pour ce qui leur était arrivé, leur plainte a été rejetée car aucun tel appareil n'existait. L'incident Cash Landrum reste l'un des seuls cas d'OVNI dans lequel les témoins ont subi des dommages physiques immédiats et documentés. Et l'un des seuls cas où la présence d'hélicoptères militaires suggère que le gouvernement savait exactement ce qui se trouvait dans le ciel cette nuit-là. C'était le 29 décembre 1984, seulement 3 jours après l'incident de la forêt de Rendlesham de l'autre côté de l'Atlantique. Betty Cash rentrait chez elle après un dîner avec Vicky Landrum et son petit-fils Colby, 7 ans. Sur une route rurale à 80 km au nord-est de Houston, ils ont vu une lumière vive au-dessus des arbres. En approchant, la lumière devint terrifiante. Un énorme engin en forme de diamant planait au-dessus de la route, bloquant leur passage. C'était si lumineux qu'ils pouvaient à peine le regarder. Des flammes ou un gaz s'échappaient de la base, brûlant l'asphalte en dessous. Betty arrêta la voiture.
La chaleur était si intense que lorsqu'elle toucha la poignée de la porte pour sortir et mieux voir, elle se brûla la main. L'intérieur de la voiture devint insupportablement chaud. Vicky et Colby restèrent à l'intérieur, mais la chaleur les affectait aussi. Colby criait, terrifié par ce qu'il croyait être la fin du monde. Vicky, une chrétienne dévouée, le serra dans ses bras et pria, lui disant de ne pas avoir peur, car ils étaient témoins du retour de Jésus-Christ. L'objet est resté en suspension pendant plusieurs minutes, pulsant de lumière, émettant des vagues de chaleur qui donnaient l'impression de se tenir devant une fournaise ouverte. Puis les hélicoptères sont arrivés. Betty, Vicky et Colby ont tous rapporté avoir vu un grand nombre d'hélicoptères entourant l'objet, semblant l'escorter ou le poursuivre. Leurs estimations variant de 20 à 23 hélicoptères, un nombre si important qu'il représenterait un déploiement militaire significatif. Les hélicoptères ont été décrits comme des Chinook à double rotor, le type utilisé par l'armée pour le transport lourd. L'objet a commencé à bouger, s'élevant et s'éloignant de la route, avec les hélicoptères qui le suivaient en formation. Betty est retournée à la voiture et ils sont rentrés chez eux aussi vite qu'ils le pouvaient. En quelques heures, les trois étaient gravement malades. Betty a eu des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Sa peau a commencé à brûler et à cloquer comme si elle avait subi un grave coup de soleil. Les jours suivants, son état a empiré et de grosses cloques sont apparues sur son visage et son corps. Ses yeux étaient si enflés qu'elle ne pouvait les ouvrir et ses cheveux tombaient ronds. Elle a été hospitalisée et soignée pour ce que les médecins ont décrit comme des symptômes compatibles avec une exposition aux radiations. Vicky et Colby ont ressenti des symptômes similaires mais moins graves, notamment des brûlures, des nausées et une perte de cheveux. Vicky développera plus tard des cataractes aux deux yeux, une affection associée à des lésions dues aux radiations. Betty Cash a passé des semaines à l'hôpital et a suivi des traitements pendant des années. Elle n'a jamais totalement retrouvé la santé. Les brûlures ont guéri, mais ont laissé des cicatrices. Son système immunitaire est resté affaibli. Elle souffrait de problèmes de santé persistants qu'elle liait à cette nuit sur l'autoroute du Texas. Les professionnels de santé ont confirmé que ces blessures correspondaient à une exposition à des radiations ionisantes, sans pouvoir en expliquer la source. Betty et Vicky ont alors engagé un avocat pour poursuivre le gouvernement des États-Unis. Elles pensaient que les hélicoptères prouvaient l'implication de l'armée, que ce qu'elles avaient en vue était soit un engin américain secret, soit quelque chose que l'armée suivait et gérait activement. La plainte visait l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et la NASA. En 1986, l'affaire a été rejetée. Le gouvernement avait une position simple. Il ne possédait aucun engin correspondant à la description fournie et par conséquent ne pouvait pas être tenu responsable des blessures causées par quelque chose qui n'existait pas. Le rejet n'a pas évoqué la question des hélicoptères, ni expliqué comment plus de 20 appareils militaires pouvaient opérer dans la région sans aucun enregistrement. Il n'a pas expliqué la radiation, les blessures ou la chaussée brûlée que d'autres témoins ont déclaré avoir vues dans les jours qui ont suivi l'incident. Il a simplement classé l'affaire et permis au gouvernement d'éviter toute responsabilité pour ce qui s'était passé. Betty Cash est décédée en 1998 à l'anniversaire de la rencontre, sa santé ne s'étant jamais remise de cette nuit-là. Vicky Landrum étant morte en 2007. Colby, qui était un enfant lorsqu'il a été témoin de l'objet, continue de vivre avec le souvenir et la certitude que quelque chose de profondément dangereux lui est arrivé, ainsi qu'à sa grand-mère et à leur ami. Sur une route tranquille du Texas, l'affaire Cash Landrum se distingue des autres incidents d'OVNI en raison des preuves physiques. Les blessures ont été documentées par des professionnels de santé. Les symptômes étaient incompatibles avec les effets connus des radiations. Plusieurs témoins ont décrit le même objet et les mêmes hélicoptères. Il y avait quelque chose dans le ciel cette nuit-là, quelque chose d'assez chaud pour brûler le métal et la peau. Quelque chose escorté par des avions militaires que le gouvernement affirme n'avoir jamais existé. Betty Cash a passé le reste de sa vie écourtée à chercher des réponses qui ne sont jamais venues. La vérité sur ce qui a plané au-dessus de cette autoroute du Texas est morte avec elle, enterrée par un gouvernement qui a choisi le silence plutôt que la responsabilité.
pendant 4 nuits consécutives. En juillet 1952, des objets non identifiés ont envahi l'espace aérien le plus restreint de la planète. Ils ont survolé la Maison-Blanche et tourné autour du Capitole. Des avions de chasse ont été envoyés plusieurs fois pour les intercepter, mais à chaque fois, les objets ont manœuvré avec mépris, surpassant les avions américains les plus rapides. Les opérateurs radars de plusieurs stations les ont suivis simultanément. Les pilotes les ont vus de leurs propres yeux. Les événements ont déclenché la plus grande conférence de presse organisée par l'armée américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. On poussait la CIA à créer un comité spécial pour évaluer si le public américain pouvait supporter la vérité sur ce qui apparaissait dans leur ciel. La première vague a commencé dans la nuit du 19 juillet 1952. Peu avant minuit, les contrôleurs aériens de l'aéroport national de Washington ont détecté une formation de 7 objets sur leurs écrans radars. Les objets n'avaient aucune trajectoire de vol précise et n'émettaient aucun signal d'identification. Ils se déplaçaient de façon erratique, s'arrêtant, redémarrant et changeant de direction avec des mouvements brusques qu'aucun appareil connu ne pouvait reproduire. Les contrôleurs ont contacté la base aérienne d'Andrews, dont les opérateurs radars ont confirmé qu'ils suivaient les mêmes objets. Ce n'était pas un dysfonctionnement. Différents systèmes radars détectaient le même phénomène. Les objets se sont dirigés vers le cœur de la capitale, ils ont survolé la Maison-Blanche, ils ont tourné autour du dôme du Capitole. Des pilotes de ligne locaux ont confirmé avoir vu des lumières vives se déplaçant à grande vitesse et avec une maniabilité exceptionnelle. Un pilote a décrit un objet qui s'est approché de son avion, l'a accompagné pendant plusieurs secondes, puis a accéléré si rapidement qu'il a semblé simplement disparaître en un clin d'œil. Les observations ont continué jusqu'à l'aube, lorsque les objets se sont progressivement dispersés et ont disparu des radars. L'armée de l'air a envoyé des F-94, mais à leur arrivée, les objets avaient disparu. Les responsables militaires avaient des enregistrements radars, des témoignages de pilotes et aucune explication, espérant un incident isolé. Ce n'était pas une semaine plus tard, dans la nuit du 26 juillet, que les objets sont revenus. Cette fois, la réaction a été immédiate. Les opérateurs radars ont détecté la formation tôt et envoyé des chasseurs F-94 alors que les objets survolaient encore la ville. Ce qui s'est passé ensuite allait devenir l'une des rencontres militaires les plus troublantes de l'ère de la guerre froide. Les chasseurs se sont approchés, les objets ont réagi. Ils ont encerclé l'un des intercepteurs, formant un cercle autour de l'appareil que le pilote a décrit comme profondément inquiétant. Il a demandé à tirer avant d'en avoir l'autorisation. Les objets ont accéléré et ont laissé le chasseur derrière eux, comme s'il était à l'arrêt. Le schéma s'est répété toute la nuit. Les chasseurs s'approchaient tant des objets qu'ils les évitèrent avec des manœuvres impossibles, puis revenaient une fois que les intercepteurs étaient partis. C'était comme s'ils démontraient quant à leur supériorité, montrant à l'armée américaine qu'ils pouvaient opérer en toute impunité au-dessus de la capitale du pays quand ils le voulaient. Le radar a suivi des objets se déplaçant à des vitesses dépassant les 11 000 km/h, puis s'arrêtant, planant instantanément et accélérant de nouveau. Aucun appareil de l'arsenal d'aucune nation ne pouvait réaliser de telles manœuvres. Aucun appareil ne réalise de telles manœuvres. La couverture médiatique a été immédiate et intense. Les citoyens ont exigé des réponses. Les journaux ont publié des gros titres sur des soucoupes volantes au-dessus de Washington. L'armée a été forcée de réagir. Le 29 juillet 1952, le général John Samford a organisé au Pentagone la plus grande conférence de presse depuis la Seconde Guerre mondiale. Samford a tenté de calmer les craintes du public en suggérant que les écho-radars pouvaient avoir été causés par des inversions de température, des conditions atmosphériques pouvant créer de faux échos sur les écrans radars. L'explication n'a satisfait presque personne. Les inversions de température n'apparaissent pas simultanément sur plusieurs systèmes radars indépendants. Elles ne correspondent pas aux observations visuelles faites par des pilotes expérimentés, elles n'entourent pas les avions de chasse et n'accélèrent pas ensuite à des milliers de kilomètres à l'heure. La théorie de l'inversion était un rejet commode, pas une véritable explication, et beaucoup des opérateurs radars et des pilotes impliqués l'ont publiquement rejetée.
Les remarques de Washington ont eu des conséquences bien au-delà de la conférence de presse. L'Agence centrale de renseignement, inquiète d'une panique publique et du risque que l'Union soviétique exploite l'hystérie autour des ovnis, a réuni un comité secret en janvier 1953. La commission Robertson, nommée d'après son président, le physicien Howard Robertson, a conclu que les ovnis ne représentaient pas une menace directe pour la sécurité nationale, mais que l'intérêt du public pour eux en était une. La commission a préconisé une politique visant à démystifier et ridiculiser les observations d'ovnis pour réduire l'intérêt du public et décourager les signalements. Cette politique allait façonner les réponses du gouvernement face aux rencontres avec des ovnis. Pendant des décennies, ce qui a réellement survolé Washington en juillet 1952 n'a jamais été identifié. Les objets ont démontré des capacités qui dépassaient tout ce que possédaient les arsenaux américains ou soviétiques. Ils ont opéré librement au-dessus de l'espace aérien le plus protégé du monde, ont échappé à toutes les tentatives d'interception et sont partis selon leurs propres conditions. Les preuves radar étaient un sans équivoque. Les observations visuelles ont été confirmées à plusieurs reprises et les propres pilotes de l'armée ont rapporté des rencontres qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Edward Ruppelt, l'officier de l'armée de l'air qui dirigeait le projet Blue Book, le programme officiel d'enquête sur les ovnis de l'armée, était personnellement convaincu que les observations de Washington représentaient quelque chose de véritablement inconnu. Dans son livre, publié après avoir quitté l'armée de l'air, il a présenté ces événements comme parmi les plus marquants de l'histoire des ovnis. Il a noté que l'explication de l'inversion de température avait été proposée pour le grand public, non pas parce qu'on y croyait en interne, mais parce que l'alternative, admettre que des objets inconnus avaient librement violé l'espace aérien restreint au-dessus de la capitale, était jugée trop déstabilisante pour être reconnue. L'été 1952 reste un sommet de l'activité OVNI dans l'histoire américaine. La vague de Washington n'était pas un incident isolé, mais le plus spectaculaire d'une série d'observations qui ont balayé le pays cette année-là. Quelque chose était présent dans le ciel américain, quelque chose que la force militaire la plus puissante au monde ne pouvait pas identifier, ne pouvait pas intercepter et ne pouvait pas expliquer. 70 ans plus tard, cela reste vrai. Les objets ayant survolé la Maison-Blanche n'ont jamais été identifiés et les questions posées sont restées sans réponse. Plus de 200 élèves et enseignants ont vu un disque argenté descendre du ciel et atterrir dans un paddock à côté de leur école. C'était déjà assez étrange. Ce qui suivit fut encore plus étrange. Des hommes en costume arrivèrent en quelques heures, séparèrent et interrogèrent les témoins. Une enseignante qui a parlé à la presse s'est fait dire que sa carrière prendrait fin si elle continuait. Les élèves ont été avertis de ne jamais parler de ce qu'ils avaient en vue. L'incident OVNI de Westall en 1966 est remarquable, non seulement pour ce qui a été observé, mais aussi pour l'effort systématique visant à faire en sorte que personne n'en parle jamais à nouveau. Cet effort a échoué. 50 ans plus tard, les témoins ont commencé à parler, et l'histoire qu'ils ont racontée a révélé non seulement une observation inexpliquée, mais aussi une dissimulation qui s'étendait du terrain de l'école jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. C'était le 6 avril 1966 au lycée Westall et à l'école d'État voisine de Westall, dans la banlieue de Clayton Sud à Melbourne. La matinée avait été ordinaire, les élèves étaient en classe ou en pause, les enseignants faisaient en cours. Vers 11 heures du matin, quelqu'un a remarqué quelque chose dans le ciel. En quelques minutes, plus de 200 personnes observaient. L'objet était gris argenté, d'une taille équivalente à 2 ou 3 voitures, en forme de soucoupe volante classique, avec un léger dôme sur le dessus. Il est descendu en biais, se déplaçant silencieusement vers un grand paddock ouvert appelé la Grange, situé juste à côté du terrain de l'école. Les témoins l'ont décrit comme se déplaçant avec un mouvement de balancement, comme une feuille qui tombe, mais de manière contrôlée et délibérée. Il a disparu derrière un bosquet de pins, et beaucoup d'élèves ont cru qu'il avait atterri. Certains ont couru vers la grange pour voir de plus près. Les découvertes variaient selon le premier arrivé sur les lieux.
Certains élèves ont rapporté avoir vu l'objet au sol, d'autres ont dit l'avoir vu planer juste au-dessus de l'herbe. Une fille nommée Tania, qui s'est approchée plus que d'autres, se serait effondrée et emmenée en ambulance, mais les dossiers officiels n'ont jamais confirmé cela. L'objet est resté dans ou près du paddock pendant environ 25 minutes avant de s'élever, de monter à un angle aigu et de partir à une vitesse extraordinaire. Plusieurs témoins ont rapporté avoir vu des objets plus petits, peut-être des avions, semblant poursuivre ou accompagner l'appareil principal lorsqu'il est parti. Les conséquences ont commencé, presque immédiatement. Les enseignants ont demandé aux élèves de regagner leur classe. Le directeur, Frank Sembleby, a rassemblé l'école et a demandé à tout le monde de ne pas parler de ce qu'ils avaient en vue. Il a averti que parler de l'incident entraînerait de graves conséquences. Les élèves qui tentèrent d'en parler entre eux ont été séparés et sanctionnés. Le message était clair, cela n'est pas arrivé et vous n'en parlerez pas. Des hommes sont arrivés à l'école en quelques heures. Les témoins les ont décrits comme portant des costumes, pas des uniformes militaires, et dégageant une autorité qui dépassait celle des fonctionnaires ordinaires. Ils ont interrogé les élèves et les enseignants, posant des questions détaillées sur ce qui avait été vu et mettant en garde contre toute discussion supplémentaire. Le professeur de sciences André Greenwood, qui avait observé l'objet et en avait parlé ouvertement, a reçu une visite personnelle, et on lui a dit que sa carrière en souffrirait s'il continuait. Il a cessé de parler publiquement de l'incident pendant des décennies. La ferme a également été visitée. Des témoins ont rapporté avoir vu des hommes dans le paddock examiner le sol à l'endroit où l'objet était descendu. Certains élèves qui ont tenté de retourner sur le site l'ont trouvé bouclé plus tard dans la journée ou le lendemain. La zone où l'objet aurait atterri était brûlée, l'herbe qui avait été aplatie ou touchée avait été détruite. Quelles que soient non les preuves matérielles qui auraient pu exister, elles ont été systématiquement éliminées avant qu'une enquête indépendante ne puisse avoir lieu. La dissimulation a gagné les médias. Les journaux locaux avaient reçu des rapports et envoyé des journalistes, mais les articles publiés étaient brefs et désinvoltes. Les demandes de commentaires officiels ont été accueillies par des démentis ou par le silence. Le ministère de la Défense a affirmé ne rien savoir de l'incident. La Royal Australian Air Force n'a fourni aucune explication. L'histoire a vite quitté l'attention du public, comme certains l'avaient souhaité, mais les témoins s'en souvenaient encore. Des décennies durant, ils ont gardé en mémoire ce qu'ils avaient vu et la suite étrange. En 2006, 40 ans après l'incident, le chercheur Shane Ryan a commencé à retrouver les témoins survivants. Sa découverte était remarquable. Des hommes et femmes adolescents en 1966 ont raconté des histoires cohérentes. Ils ont décrit le même objet, la même descente, le même atterrissage et la même intimidation qui a suivi. Beaucoup n'avaient jamais parlé de l'incident publiquement. Certains avaient été tellement bien avertis qu'ils avaient évité le sujet même avec leur propre famille. Mais interrogés directement, ils ont confirmé ce qu'ils avaient vu. La cohérence des témoignages de tant de témoins, séparés par des décennies et sans possibilité de se coordonner, constitue une preuve puissante que quelque chose de réellement anormal s'est produit à Westall. Ce n'étaient pas des passionnés d'ovnis ou des chercheurs d'attention, mais des Australiens ordinaires qui avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire dans leur enfance et qui avaient été systématiquement réduits au silence. L'identité des hommes qui sont arrivés à l'école n'a jamais été établie et le cadre dans lequel ils opéraient n'a jamais été expliqué. Le brûlage du site d'atterrissage n'a jamais été officiellement reconnu. Le gouvernement australien n'a publié aucun document expliquant ce qui s'est passé à Westall, ni pourquoi une réponse aussi agressive a été jugée nécessaire. Le silence a été total et ininterrompu. Quoi que ce soit qui ait atterri dans la grange le 6 avril 1966, cela a été vu par des centaines de témoins en plein jour. L'objet était physique, il a laissé des traces que quelqu'un a jugées suffisamment importantes pour les détruire. La dissimulation était réelle, coordonnée et efficace pendant 40 ans. Quand les témoins ont enfin parlé, ils ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Un événement extraordinaire a eu lieu à Westall. Et quelqu'un avec un pouvoir considérable a décidé que le public ne devait jamais connaître la vérité.
le F-16 a verrouillé la cible au radar. Le pilote observait ses instruments pendant que l'appareil triangulaire passait de 150 miles à l'heure à plus de 1100 miles à l'heure en quelques secondes. Une manœuvre qui aurait liquéfié tout humain. L'objet a ensuite plongé de 10 000 pieds jusqu'à près du sol en moins de 2 secondes, subissant des forces dépassant les 40 gués avant de remonter brusquement et de disparaître complètement du radar. Les lectures anormales étaient multiples. 2 F-16 ont verrouillé plusieurs fois le même objet et les experts militaires n'ont trouvé aucune explication après analyse des vols. La vague d'ovnis belges de 1989 à 1990 a produit plus de 13 000 signalements, des milliers d'entretiens avec des témoins et certaines des preuves radar les plus convaincantes jamais enregistrées. Contrairement à la plupart des gouvernements, la Belgique a choisi de tout partager avec le public. La vague a débuté le 29 novembre 1989. 2 policiers en patrouille près de la ville de Penn ont observé un engin triangulaire avec des lumières vives à chaque coin, planant silencieusement au-dessus d'un champ. L'objet immense mesurait plus de 100 mètres et avançait lentement, semblant inspecter le sol. Les agents ont signalé par radio et d'autres patrouilles ont rapidement confirmé des observations similaires dans la région. À la fin de cette nuit-là, des dizaines de témoins avaient signalé le même engin triangulaire, tous décrivant des caractéristiques identiques. 3 lumières blanches vives au coin, une lumière rouge pulsante au centre et un silence absolu. Les observations ont continué et se sont intensifiées les mois suivants. La Société belge pour l'étude des phénomènes spatiaux, travaillant en coordination avec l'armée de l'air belge, a recueilli et analysé plus de 2600 rapports détaillés de témoins. Les témoins venaient de tous horizons. Policiers, militaires, ingénieurs, médecins, enseignants et citoyens ordinaires, sans aucun intérêt préalable pour les ovnis. Leur description était remarquablement cohérente. De grands engins triangulaires, une propulsion silencieuse, une maniabilité extraordinaire, des lumières disposées selon des motifs spécifiques. Les objets ont été vus par plusieurs témoins indépendants simultanément, souvent depuis des endroits différents, confirmant qu'ils observaient des objets physiques à des positions précises dans l'espace tridimensionnel. Dans la nuit du 30 mars 1990, la force aérienne belge a décidé d'agir. Des rapports affluaient de tout le pays et les stations radars avaient confirmé des échos inconnus correspondant aux positions signalées par les observateurs au sol. 2 F-16 ont été dépêchés en urgence depuis la base de Beauvachin pour intercepter. Ce qui a suivi est devenu la poursuite militaire d'un objet non identifié, la mieux documentée de l'histoire européenne. Les F-16 ont verrouillé l'objet au radar à plusieurs reprises, et à chaque fois, l'objet a réagi par des manœuvres que les pilotes ont qualifiées d'impossibles. Il a accéléré instantanément à des vitesses dépassant Mach 1,4. Il a chuté de plusieurs milliers de pieds en quelques secondes puis est remonté tout aussi vite, changeant de direction sans ralentir, effectuant des virages qui auraient soumis n'importe quel avion conventionnel à une défaillance structurelle catastrophique. Les pilotes, malgré leur entraînement et leurs avions de pointe, étaient totalement incapables de réduire la distance ou de maintenir le contact. Après plus d'une heure de poursuite, l'objet est parti et n'est pas revenu cette nuit-là. Les données des enregistreurs de vol des 2 F-16 ont été conservées et analysées par le général-major Wilfried de Brouwer de l'armée belge, qui supervisait la réponse de l'armée de l'air à la vague. Il est ensuite devenu l'une des voix officielles les plus crédibles confirmant les événements. Il a déclaré publiquement que les objets présentaient des caractéristiques de vol bien au-delà de toute technologie connue et que, malgré une analyse approfondie, aucune explication conventionnelle ne pouvait rendre compte de ce que les pilotes et les systèmes radars avaient enregistré. De Brouwer n'a pas prétendu savoir ce que ces objets étaient nains. Il a simplement confirmé qu'ils étaient en réel, qu'ils avaient été suivis et qu'ils restaient non identifiés. La transparence du gouvernement belge a distingué cette vague de presque tous les autres grands événements liés aux ovnis. Au lieu de nier les observations, les responsables les ont reconnues.
L'armée de l'air a coopéré avec les chercheurs civils et partagé les données. Les témoins ont été traités avec respect, pas avec dérision. Cette approche a généré des preuves inédites, des milliers de témoignages cohérents et des données radars confirmées au sol et en vol, et l'évaluation professionnelle d'officiers militaires qui n'avaient aucune raison d'inventer ou d'exagérer. Les sceptiques ont avancé plusieurs explications. Avions expérimentaux américains ou soviétiques, phénomènes atmosphériques mal identifiés par des témoins excités ou hystérie collective amplifiée par les médias. Aucune de ces explications n'a résisté à l'examen. Aucun pays n'a reconnu exploiter des appareils triangulaires dotés des capacités observées. Les données radars ont écarté les effets atmosphériques. Les témoins comprenaient des observateurs expérimentés qui ont fait des rapports calmes et précis. La vague belge a résisté à la démystification grâce à des preuves trop solides et bien documentées. Les objets apparus au-dessus de la Belgique en 1989 990 restent non identifiés. Les engins triangulaires, avec leurs motifs lumineux distinctifs et leurs caractéristiques de vol impossible, sont arrivés sans explication et sont repartis sans qu'aucune solution n'ait été trouvée. Le général-major de Brouwer et d'autres responsables ont continué à parler publiquement de la vague pendant des années, affirmant qu'il s'était réellement passé quelque chose d'inconnu dans l'espace aérien belge. Leur honnêteté contraste fortement avec les dénégations et les rejets offerts par d'autres gouvernements confrontés à des preuves similaires. Quels qu'aient été ces engins triangulaires, ils ont montré des capacités qu'aucune technologie connue ne peut égaler. Ils ont manœuvré mieux que des avions de chasse et accéléré à des vitesses fatales pour tout pilote humain. Ils ont opéré silencieusement à basse altitude au-dessus de zones peuplées et ils l'ont fait à plusieurs reprises sur une période de plusieurs mois. Le gouvernement belge a constaté, documenté et reconnu son absence d'explication. Des décennies plus tard, cela reste la seule évaluation honnête disponible. Quelque chose d'extraordinaire a visité la Belgique. Et malgré les meilleurs efforts de l'aviation militaire moderne, personne n'a pu déterminer ce que c'était ni d'où cela venait. Le capitaine Kenju Taraoshi pilotait depuis 29 ans lorsqu'il a rencontré un objet 2 fois plus grand qu'un porte-avions au-dessus de l'Alaska. Il a suivi son avion cargo pendant près d'1 heure. Le radar au sol a confirmé sa présence, le radar militaire l'a suivi. Et lorsqu'il a atterri et signalé ce qu'il avait vu, quelqu'un a décidé que toute trace de l'incident devait disparaître. La dissimulation aurait réussi sans John Callaghan, chef de division de la FAA, qui a dû transmettre toutes les preuves à la CIA. Et on lui a dit que la réunion où il l'avait fait n'avait jamais eu lieu, Callaghan a gardé des copies. Des décennies plus tard, il les a révélées au monde, exposant l'une des rencontres d'OVNI les mieux documentées de l'histoire de l'aviation, ainsi que l'effort systématique pour l'enterrer. C'était le 17 novembre 1986. Le vol 1628 de Japan Airlines transportait du vin français de Paris à Tokyo, avec une escale à Anchorage, Alaska. Le capitaine Taraoshi, ancien pilote de chasse, avait un dossier irréprochable. Son équipage était composé du copilote Takanori Tamafuji et de l'ingénieur de vol Yoshio Tsukuba. Il volait à 35 000 pieds au-dessus du nord-est de l'Alaska. Lorsque Taraoshi remarqua des lumières en dessous et à gauche de l'appareil, il supposa qu'il s'agissait de jets militaires. Il avait tort. Les lumières se sont rapidement placées devant le Boeing 747 Taraoshi pouvait désormais les voir. Il ne s'agissait pas d'avions conventionnels. 2 objets plus petits, chacun semblant émettre des flammes ou des gaz d'échappement d'une manière qui semblait pulser de façon rythmique, flottaient en devant le jet. Ils étaient pans si proches que Taraoshi sentait la chaleur sur son visage à travers la vitre du cockpit. Les objets manœuvraient en formation parfaite, reproduisant chaque changement du 747. Cap et vitesse. Ils sont restés devant l'appareil pendant environ 10 minutes avant de se déplacer sur le côté. Ce qui s'est passé ensuite a défié tout ce que Taraoshi comprenait sur les avions et la physique. Une silhouette massive est sortie de l'obscurité derrière les 2 objets plus petits. C'était un engin si grand que Taraoshi avait du mal à en comprendre l'échelle.
Il le décrira plus tard comme ayant la forme d'une noix, avec une partie plate et une partie arrondie, de couleur pâle et absolument énorme. Il a comparé sa taille à celle de 2 porte-avions placés côte à côte. L'objet n'était pas éclairé de la même manière que les plus petits engins, mais Terauchi pouvait distinguer sa silhouette sur la faible lueur du ciel d'Alaska. Il était solide, réel et présent. Suivant son avion, Terauchi a contacté Anchorage. Le contrôleur du trafic aérien Sam Rich a confirmé qu'il suivait un écho inconnu près de la position du vol 1628. Le radar militaire de la base aérienne d'Elmendorf a également confirmé la cible. Plusieurs systèmes radars indépendants détectaient un objet exactement à l'endroit où Terauchi avait signalé l'avoir vu. Ce n'était pas une hallucination ni une erreur d'identification, quelque chose était là. La rencontre a duré près d'1 heure. Terauchi a demandé à changer de trajectoire pour vérifier si l'objet le suivrait, ce qu'il a fait. Il a effectué des virages, l'objet les a suivis, il a changé d'altitude, l'objet est resté avec lui. L'équipage était effrayé. Terauchi a ensuite admis qu'il avait envisagé la possibilité que l'objet soit hostile, qu'il se préparait peut-être à faire quelque chose à son avion. Il se sentait impuissant devant quelque chose d'aussi vaste et clairement hors de portée de la technologie humaine. Finalement, alors que le vol 1628 approchait d'Anchorage, l'objet est parti. Terauchi a atterri en sécurité et rédigé aussitôt un rapport détaillant ce que lui et son équipage avaient vu. Il a dessiné des croquis des objets, il a fourni des données sur la chronologie et la position. Il a coopéré avec les enquêteurs, espérant que l'incident soit pris au sérieux. Cela était pris au sérieux, mais pas de la manière dont Terauchi s'y attendait. En quelques jours, l'administration fédérale de l'aviation avait rassemblé toute la documentation liée à l'incident. Bandes radar, enregistrements vocaux, rapports écrits. Tout a été rassemblé et préparé pour examen. Puis John Callahan a reçu un appel. Callahan dirigeait la division des accidents et enquêtes de la FAA. On lui a dit que des représentants de la CIA, du FBI et de l'équipe scientifique de l'administration Reagan voulaient aller voir les preuves. Une réunion a été organisée. Callahan a présenté les données radar, les enregistrements audio et les déclarations des témoins. Les responsables ont écouté attentivement. Lorsque la présentation a été terminée, l'un des représentants de la CIA a dit à tout le monde dans la salle qu'ils n'avaient jamais eu cette réunion. On leur a ordonné de ne pas parler de ce qu'ils avaient vu. Le rapport officiel de la FAA indiquerait que les retours radars étaient causés par une image dédoublée, une anomalie technique. L'observation serait écartée, l'incident serait oublié. Mais Callahan avait fait des copies. Il a conservé les données radar, les enregistrements audio et la documentation prouvant que la FAA et la CIA savaient précisément ce qui avait été suivi au-dessus de l'Alaska cette nuit-là. Pendant des années, il n'a rien dit. Puis, à l'approche de la retraite, Callahan a décidé que le public avait le droit de savoir. Il s'est manifesté et a présenté les preuves que le gouvernement avait tenté d'enterrer. La carrière du capitaine Terauchi en a souffert. Après l'incident, il a été immobilisé un moment, puis réaffecté à un poste administratif, ce qui arrive souvent aux pilotes signalant publiquement des rencontres avec des ovnis. Il n'a jamais renié son témoignage et a affirmé jusqu'à sa mort que ce qu'il avait vu était réel, qu'il était contrôlé de manière intelligente et qu'il démontrait des capacités bien supérieures à tout appareil humain. Son copilote et son mécanicien navigant, d'abord hésitant à parler, ont fini par confirmer l'essentiel de son récit. L'affaire JAL 1628 représente une conjonction parfaite de preuves. Un pilote vétéran avec un dossier irréprochable, des témoins corroborants dans le cockpit, un radar, une confirmation de sources civiles et militaires, un objet d'une taille impossible démontrant des caractéristiques de vol impossible, et une dissimulation documentée. Divulgué par un responsable de la FAA qui a estimé que son devoir envers le public prévalait sur l'obligation de silence. Quoi qu'il soit arrivé au vol 1628 au-dessus de l'Alaska cette nuit-là, cela reste officiellement non identifié. Cependant, la preuve que c'était réel n'est plus un secret. 10 missiles nucléaires,
se sont désactivés simultanément. Des officiers de lancement, enfouis sous terre, observèrent leur console tandis que chaque arme de l'escadrille devenait inopérante à tour de rôle. Au-dessus d'eux, les gardes à la surface ont signalé un objet rouge lumineux planant directement au-dessus de l'installation de lancement. Les missiles sont restés désactivés jusqu'au départ de l'objet. Ce n'était pas un incident isolé pendant la guerre froide et au-delà. Des sites d'armes nucléaires du monde entier ont rapporté des rencontres similaires. Des engins non identifiés apparaissant au-dessus des installations militaires les plus sensibles de la planète et des armes nucléaires tombant mystérieusement en panne précisément au moment de leur présence. L'incident de Malmström en 1967 reste l'un des exemples les plus troublants, observés par plusieurs officiers qui finiront par briser des décennies de silence pour témoigner devant le Congrès de ce qu'ils ont vécu. La base aérienne de Malmström, dans le Montana, abritait des missiles balistiques intercontinentaux Minuteman, des armes capables de délivrer des ogives nucléaires sur des cibles à l'autre bout de la planète en quelques minutes. Chaque missile était contrôlé depuis une installation souterraine de lancement, où 2 officiers surveillaient les armes 24 heures sur 24. Le matin du 24 mars 1967, quelque chose s'est produit à l'installation Oscar qui ne serait jamais officiellement expliqué. Le capitaine Robert Salas était de service ce matin-là, posté sous terre avec son commandant. Peu après l'aube, un agent de sécurité a appelé de la surface, la voix tremblante. Il a signalé que des lumières étranges planaient dans le ciel devant la porte d'entrée. Salas lui a dit de continuer à surveiller et de signaler tout changement. Quelques minutes plus tard, le garde a rappelé, cette fois clairement effrayé. Un objet rouge lumineux planait directement au-dessus de l'installation. Ce n'était ni un avion ni un hélicoptère, mais quelque chose que le garde ne pouvait identifier, et c'était proche. Alors que Salas recevait ce rapport, les missiles ont commencé à tomber en panne. Les indicateurs d'état de chaque arme du vol sont passés de prêt à hors service. L'un après l'autre, 10 missiles se sont désactivés. Salas et son commandant ont tenté des diagnostics, mais le système n'a donné aucune explication. Les missiles n'avaient pas connu de dysfonctionnement au sens habituel, ils avaient simplement cessé d'être capables d'être lancés. Au moment précis où l'objet est apparu au-dessus de leur tête, l'objet est reparti. Les missiles ont été remis en service, mais la cause des défaillances reste inconnue. Une équipe d'ingénieurs a examiné l'équipement et n'a trouvé aucun problème matériel, aucun bug logiciel, aucune explication pour laquelle 10 armes nucléaires étaient devenues inopérantes simultanément. L'incident a été classifié. Salas et ses collègues officiers ont été débriefés et ont reçu l'ordre de ne pas discuter de ce qui s'était passé. Pendant des décennies, la plupart d'entre eux ont obéi. Ce qui rend l'incident de Malmström particulièrement significatif, c'est qu'il n'était pas unique. Le même matin, à l'installation de vol Echo, à environ 20 miles de là, la même chose s'est produite. Un autre groupe de missiles s'est désactivé. Simultanément, un autre objet inexpliqué a été signalé dans les environs. 2 sites de lancement nucléaire ont été simultanément touchés par les mêmes défaillances inexpliquées des armes. La probabilité statistique que cela se produise par coïncidence était extrêmement faible. D'autres installations nucléaires rapportent des histoires similaires. À la base aérienne de Minot, Dakota du Nord, des officiers ont plusieurs fois signalé des objets planant au-dessus des silos à missiles avec des incidents similaires en Union soviétique. Selon des témoignages apparus après la guerre froide, des installations nucléaires ont connu des incidents similaires avec des systèmes d'armes qui tombaient en panne en présence de phénomènes aériens non identifiés. Ce schéma suggérait quelque chose de délibéré, une intelligence, quelle qu'en soit l'origine, qui s'intéressait aux armes nucléaires de l'humanité et était capable de les désactiver à volonté. Le capitaine Salas est resté silencieux pendant près de 30 ans, puis, en 1994, il a commencé à parler publiquement de ce qu'il avait vu. Ses premières révélations ont d'abord suscité scepticisme et moquerie, mais Salas a persévéré.
Il a écrit un livre sur son expérience et a recherché d'autres officiers présents à Malmstrom et sur d'autres bases lors d'incidents similaires. Il a constaté que beaucoup attendaient que quelqu'un rompe le silence en premier. En 2010, un groupe d'anciens officiers militaires a tenu une conférence de presse au National Press Club à Washington, D.C. 7 hommes, tous ayant servi dans des installations nucléaires, ont témoigné de rencontres avec des objets non identifiés sur leur base. Ils ont décrit des objets planant au-dessus des silos, ils ont décrit des missiles mis hors service, ils ont décrit avoir reçu l'ordre de garder le silence. La conférence de presse a reçu une couverture médiatique importante et, pour la première fois, le lien entre les ovnis et les armes nucléaires est entré dans le débat public grand public. Salaz a finalement témoigné devant les enquêteurs du Congrès, présentant sa version des faits sous serment. Il a affirmé que l'incident à Malmstrom était réel et que l'objet n'était ni américain ni soviétique, et que les implications d'une intelligence inconnue démontrant la capacité de désactiver des armes nucléaires devraient inquiéter tout le monde. D'autres témoins ont corroboré son récit. Des documents obtenus grâce à la loi sur la liberté d'information ont confirmé que des incidents étranges s'étaient produits sur des bases nucléaires, même si les explications officielles restaient vagues ou inexistantes. La question soulevée par Malmstrom et des incidents similaires est profondément troublante. Si une intelligence inconnue surveille les armes nucléaires de l'humanité, quel est son but ? Observe-t-elle ? Nous met-elle en garde ? Montre-t-elle sa capacité à empêcher une guerre nucléaire, si elle le souhaite ? Les réponses restent inconnues. On sait que le matin du 24 mars 1967, quelque chose est apparu au-dessus d'une installation de missiles nucléaires dans le Montana. Et 10 armes capables de détruire des villes ont cessé de fonctionner jusqu'à ce que cela parte. Le capitaine Robert Salas a passé sa carrière à protéger ces armes. Ce qu'il a vu ce matin-là l'a convaincu que quelque chose d'autre les observait aussi, quelque chose qui comprenait leur importance et possédait le pouvoir de les rendre inutilisables. Cette connaissance, plus que tout autre détail de son récit, est ce qui continue de le hanter des décennies plus tard. En plein jour, un disque métallique est resté immobile pendant près de 5 minutes au-dessus de la porte C-17 d'un des aéroports les plus fréquentés d'Amérique. Des dizaines d'employés de United Airlines ont observé la scène, y compris des pilotes, des mécaniciens et des superviseurs. L'objet s'est ensuite élevé verticalement à une vitesse incroyable, perçant un trou parfaitement circulaire dans les nuages, resté visible plusieurs minutes avant de se refermer. L'administration fédérale de l'aviation a refusé d'enquêter. United Airlines a d'abord nié que l'incident ait eu lieu, mais les témoins ont refusé de garder le silence. Et le Chicago Tribune a révélé une histoire qui a forcé l'industrie de l'aviation à affronter quelque chose qu'elle voulait désespérément ignorer. Le 7 novembre 2006, un après-midi gris à l'aéroport O'Hare. Un agent de piste repoussait un avion de United Airlines à la porte C-17 lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange dans le ciel juste au-dessus de lui. Un disque métallique sombre et gris planait silencieusement sous la couverture nuageuse qui se trouvait à environ 1900 pieds. L'objet était clairement défini, avec une forme qu'un témoin a décrite comme semblable à un frisbee ou à une toupie. Il restait immobile et silencieux, suspendu dans les airs, visible pour tous ceux qui levaient dans les yeux. Le travailleur a alerté les autres. En quelques minutes, une foule d'employés de United Airlines s'était rassemblée, tous fixant l'objet au-dessus de la porte d'embarquement. Les pilotes en route vers leur avion se sont arrêtés, tandis que les mécaniciens sur le tarmac montraient le ciel. Les superviseurs sont sortis du terminal pour comprendre la cause de l'agitation. Les estimations de taille différaient. Certains témoins parlaient d'une petite voiture, d'autres le disaient d'un plus grand. Tout le monde était d'accord sur les détails essentiels. C'était métallique, en forme de disque, solide, et ce n'était aucun appareil qu'ils avaient déjà vu. L'observation a duré environ 5 minutes, puis, sans avertissement, l'objet a accéléré vers le haut, à une vitesse que les témoins ont décrite comme instantanée.
Il a traversé la couche de nuages juste au-dessus de lui, et en la traversant, il a laissé derrière lui un trou parfaitement circulaire dans les nuages. Le trou était clairement visible, comme si l'objet avait traversé le ciel couvert, telle une balle traversant du papier. Les témoins ont observé le trou se refermer lentement au cours des minutes suivantes, les nuages dérivant à nouveau pour combler l'espace. Les implications de ce trou étaient importantes. Cela montrait que l'objet avait des propriétés physiques influençant l'atmosphère autour de lui. Les sceptiques expliqueraient ensuite le trou comme un phénomène naturel, un trou de virga causé par des cristaux de glace tombant à travers une couche de nuages. Mais les trous de virga n'apparaissent pas instantanément juste au-dessus d'un objet en suspension, et ils ne se forment pas au moment précis où cet objet part à grande vitesse. Le trou était la preuve que quelque chose de physique avait traversé les nuages à cet endroit précis, exactement comme les témoins l'ont décrit. United Airlines a été informé immédiatement. Les superviseurs ont signalé l'observation officiellement, mais la compagnie aérienne a d'abord nié tout incident lorsqu'elle a été contactée par des journalistes. La Federal Aviation Administration a adopté la même position, malgré des dizaines de témoins. Malgré les conditions de plein jour, malgré l'environnement très fréquenté de l'aéroport, la réponse officielle a été qu'il ne s'était rien passé et qu'aucune enquête n'était justifiée. La FAA a indiqué que l'objet ne posait pas de problème de sécurité, n'ayant pas été détecté par radar ni interféré avec les opérations de l'aéroport. L'histoire aurait pu disparaître sans l'intervention de Jean Ilkovich, journaliste transport au Chicago Tribune. Ilkovich avait reçu des informations sur l'observation et a commencé à enquêter. Il a interrogé des témoins, recueilli leurs récits et bâti une histoire incontournable. Lorsque le Tribune a publié son article le 1er janvier 2007, il est devenu l'un des articles les plus lus de l'histoire du journal. Le public était fasciné par l'idée qu'un ovni ait plané au-dessus d'un grand aéroport américain et que les autorités aient refusé de l'admettre. Le refus de la FAA d'enquêter est devenu une controverse en soi. La position de l'agence était que sans confirmation radar, il n'y avait rien à enquêter. Les critiques ont souligné que de nombreux objets, en particulier ceux qui planent silencieusement et n'émettent pas de signaux de transpondeur, n'apparaîtraient pas sur le radar. L'absence de retour radar ne prouvait pas l'absence d'un objet. Cela signifiait simplement que tout ce qui planait au-dessus de la porte C-17 n'était pas détectable par des moyens conventionnels à l'époque. Après l'observation, plusieurs témoins se sont manifestés publiquement. Ils ont exprimé leur frustration d'entendre que ce qu'ils avaient vu n'était jamais arrivé, ainsi que les moqueries de collègues absents. Les pilotes hésitaient à parler, conscients que signaler des ovnis pouvait nuire à leur carrière. Mais le nombre et la crédibilité des témoins rendaient l'observation à OR impossible à écarter. Ce n'étaient pas des observateurs marginaux ou des passionnés d'ovnis, mais des professionnels de l'aviation qui avaient passé leur carrière autour des avions et savaient en faire la différence entre quelque chose de conventionnel et quelque chose qui défiait toute explication. L'observation à OR reste officiellement inexpliquée. Aucun appareil n'a été identifié correspondant à la description de l'objet. Aucun programme militaire ou civil n'a revendiqué la responsabilité. Aucun phénomène naturel n'a été proposé qui explique toutes les observations des témoins, y compris le trou dans les nuages. Quelque chose a plané au-dessus de la porte C-17 en plein jour, sous les yeux de dizaines d'observateurs expérimentés dans l'un des aéroports les plus fréquentés de la planète. Il est parti d'une façon qu'aucune technologie ne peut reproduire, et le gouvernement des États-Unis a officiellement fait comme si rien ne s'était passé. La caméra thermique a suivi l'objet jusqu'à l'océan à grande vitesse. Aucune éclaboussure. Il a pénétré l'eau sans perturber, comme si la limite air-mer n'existait pas. Quelques secondes plus tard, il est réapparu, toujours en mouvement, toujours sous contrôle apparent. Et puis il a fait quelque chose qu'aucune technologie connue ne peut faire. Il s'est divisé en deux objets distincts qui ont continué à voler indépendamment avant de disparaître tous les deux sous les vagues.
Les images d'Aguadilla ont été capturées par un avion des douanes et de la protection des frontières des États-Unis utilisant des capteurs infrarouges de qualité militaire. Elle n'était jamais destinée à être vue par le public, mais elle a été divulguée, analysée par des scientifiques et révélée au grand jour. Quelque chose qui remet en cause tout ce que nous savons sur la physique, l'ingénierie et les limites du possible. C'était le 25 avril 2013, peu après 21 heures. Un DHC-8 à turbopropulseur des douanes américaines surveillait la zone près de l'aéroport Rafael Hernandez à Aguadilla, Porto Rico. L'appareil était équipé d'une caméra thermique capable de détecter des signatures thermiques sur une large zone. L'équipage a remarqué un objet inhabituel entrant dans l'espace aérien contrôlé de l'aéroport et a commencé à le suivre avec leur caméra. Ce qu'ils ont enregistré au cours des minutes suivantes allait devenir l'une des séquences vidéo d'OVNI les plus analysées de l'histoire. L'objet est apparu comme une tache sombre sur l'affichage thermique, indiquant qu'il était plus froid que son environnement, une caractéristique inhabituelle pour tout aéronef. Il mesurait entre 1 et 1,50 m de diamètre et se déplaçait entre 60 et 190 km/h. Il se déplaçait à basse altitude au-dessus du terrain, passant près des bâtiments, des véhicules et d'autres structures. À un moment donné, il est passé directement devant un avion de ligne qui roulait sur la piste. L'équipage l'a suivi avec précision, le gardant centré dans le cadre alors qu'il avançait vers l'océan. Lorsque l'objet a atteint la côte, il n'a pas ralenti. Il est descendu vers l'eau et est entré dans l'océan sans aucune éclaboussure, gerbe ou perturbation visible. La transition de l'air à l'eau s'est faite sans heurts, comme si l'objet ne rencontrait aucune résistance dans l'un ou l'autre milieu. Sous l'eau, il était resté visible sur la caméra thermique comme une zone plus froide sur la surface plus chaude de l'océan. Il a parcouru une certaine distance sous l'eau, puis est ressorti dans les airs, poursuivant son vol comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Puis l'objet s'est divisé. Ce qui n'était qu'une seule signature thermique est devenu deux objets distincts, se séparant l'un de l'autre et se déplaçant indépendamment. Les deux objets ont continué sur des trajectoires divergentes pendant plusieurs secondes avant de replonger dans l'océan et de disparaître du champ de la caméra. La durée totale de l'enregistrement était d'environ 4 minutes. Pendant ce temps, la caméra a capturé un objet démontrant des capacités qu'aucune technologie connue ne possède. Voyage transmilieu entre l'air et l'eau, capacité de se diviser en plusieurs unités indépendantes et des caractéristiques de vol défiant l'aérodynamique conventionnelle. La séquence a fuité des années après l'incident. Un groupe de scientifiques et de chercheurs, appelé la Coalition scientifique pour l'étude des pannes, a obtenu la vidéo et mené une analyse approfondie. Ils ont examiné la trajectoire de vol, calculé les vitesses et les distances, analysé les signatures thermiques et tenté de trouver une explication conventionnelle à ce que la caméra avait capturé. Leur conclusion était sans équivoque. L'objet ne pouvait pas être expliqué comme un ballon, un drone, un oiseau ou tout autre phénomène connu. Son comportement était anormal à plusieurs égards, et aucune technologie conventionnelle ne pouvait expliquer ses caractéristiques observées. La capacité transmédium était particulièrement significative. Passer de l'air à l'eau présente d'énormes défis d'ingénierie. Les deux environnements ont des densités et des propriétés physiques très différentes. Les avions sont conçus pour l'air, les sous-marins sont conçus pour l'eau. Aucun véhicule dans l'arsenal connu d'aucune nation n'est conçu pour fonctionner parfaitement dans les deux. Pourtant, l'objet filmé au-dessus d'Aguadilla a fait exactement cela. Il est passé d'un environnement à l'autre sans difficulté et a continué à fonctionner comme si cela ne changeait rien. Le comportement de division a soulevé des questions tout aussi difficiles. Comment un seul objet pouvait-il devenir deux objets? Quel mécanisme physique pourrait permettre cela? Les avions conventionnels ne peuvent pas se diviser eux-mêmes. Les drones en vol ne peuvent pas se reproduire. Ce comportement suggérait quelque chose au-delà des paradigmes d'ingénierie actuels, une technologie fonctionnant selon des principes que nous ne comprenons pas encore. Le département de la sécurité intérieure, qui supervise les douanes et la protection des frontières,
n'a jamais officiellement commenté les images d'Aguadilla. Aucune explication n'a été donnée, aucune enquête n'a été annoncée. Les images existent. L'analyse a été menée par des chercheurs crédibles, et la réponse officielle a été le silence. Ce schéma est désormais courant dans les cas de panne. Des preuves convaincantes émergent, les demandes d'explications sont ignorées, et le public est laissé à tirer ses propres conclusions. L'incident d'Aguadilla représente une catégorie de rencontres qui est devenue de plus en plus importante ces dernières années. Des objets opérant dans divers milieux, affichant des capacités dépassant la technologie connue, capturés par des capteurs militaires gérés par du personnel gouvernemental. Il ne s'agit pas de photos floues ou de témoignages oculaires ambigus, mais d'enregistrements de haute qualité qui peuvent être analysés image par image, et ils montrent des choses qui ne devraient même pas être possibles. Bien qu'il ait été capturé au-dessus de Porto Rico en avril 2013, cela reste non identifié. Il a démontré la capacité de voyager à travers différents milieux, il a démontré la capacité de se diviser en plusieurs unités. Il a opéré à basse altitude dans un espace aérien contrôlé près d'un aéroport commercial, et il a été enregistré par un appareil gouvernemental utilisant un équipement conçu pour détecter précisément ce type de cible. La vidéo est authentique, l'analyse est solide, l'explication est inexistante. Et les implications pour notre compréhension de ce qui opère dans nos cieux et nos océans restent de profondes et troublantes. À travers 7 décennies et 6 continents, les mêmes capacités impossibles apparaissent encore et encore. Des objets qui planent sans propulsion visible, des engins qui accélèrent à des vitesses qui détruiraient n'importe quel humain. Des véhicules pilotés qui passent sans transition de l'air à l'eau puis à l'espace. Une technologie qui désactive les armes nucléaires à volonté, une intelligence qui réagit à la poursuite, qui échappe à l'interception, qui montre une conscience d'être observé. Ce ne sont pas des anomalies isolées, c'est un schéma cohérent et répétitif. Documenté par l'armée, suivi par les radars officiels, vu par des milliers de personnes et reconnu par des responsables sans explication. Les témoins que vous avez entendus ce soir ne cherchaient pas l'attention. Ils étaient en pilotes et soldats, scientifiques et enfants, responsables gouvernementaux et citoyens ordinaires, qui, par hasard, ont levé les yeux au mauvais moment et ont vu quelque chose qui a changé leur compréhension de ce qui est possible. Beaucoup d'entre eux ont reçu l'ordre de garder le silence, beaucoup ont été ridiculisés lorsqu'ils ont parlé. Beaucoup d'entre eux ont porté leurs expériences pendant des décennies avant de trouver le courage de partager ce qu'ils savaient. Ce qui relie leurs témoignages, ce n'est pas seulement l'étrangeté de ce qu'ils ont vu, mais aussi la cohérence. Les objets se comportent de la même façon en Australie qu'en Alaska. La technologie qui est apparue au-dessus de Téhéran en 1976 a démontré les mêmes capacités que l'appareil suivi par l'USS Nimitz en 2004. Les triangles au-dessus de la Belgique étaient les mêmes qu'à Phoenix. Quel que soit ce phénomène, il agit à l'échelle mondiale, le fait depuis au moins 70 ans, et ne montre aucun signe d'arrêt. La question a changé. Il ne s'agit plus de douter de leur existence. Les gouvernements mondiaux l'ont reconnu. Des pilotes de chasse les ont poursuivis, des systèmes radars les ont suivis, des vidéos ont été publiées et confirmées comme authentiques. La question maintenant est de savoir ce qu'ils sont. Et sur cette question, le silence demeure. Certains pensent qu'il s'agit de visiteurs venus d'autres mondes, des voyageurs qui ont traversé les vastes distances de l'espace pour observer, étudier ou interagir avec l'humanité. D'autres suggèrent qu'ils pourraient être des voyageurs non pas à travers l'espace mais à travers le temps, ou des visiteurs provenant de dimensions qui existent parallèlement à la nôtre. D'autres encore proposent qu'ils représentent une intelligence terrestre, quelque chose qui a toujours été ici, quelque chose qui partage cette planète avec nous d'une manière que nous ne comprenons pas. La vérité, c'est que personne ne sait. Les preuves montrent seulement la présence de quelque chose qui dépasse notre compréhension et obéit à des règles inconnues. Les cas évoqués ce soir ne sont qu'une fraction des rencontres documentées. Il y en a des milliers d'autres, venant de chaque nation, de chaque époque, de témoins issus de tous les milieux.
Ensemble, ils constituent un ensemble de preuves qui ne peut pas être écarté comme de simples erreurs d'identification, des hallucinations ou des fraudes. Quelque chose est ici, cela fait longtemps que c'est là, et quoi que ce soit, cela semble nous observer aussi attentivement que nous l'observons. Dormez bien.